On commence. Ah, vous m'entendez? Bonjour. On vous laisse 5 minutes. Allez, 2 minutes et après je commence. Bonjour. Oui. Officiellement 18h, ouais. Finissez à 18h. Ouais. Par contre, vous pouvez leur demander quand vous avez fini de sortir tous par là. De sortir tous par là? Ouais, parce que là-haut ça sera fermé le hall, comme il y aura les personnes de ménage. D'accord. Dès que vous avez Et vous n'êtes pas la pariteur par hasard? Ah non. On fait un pariteur et sécurité. Non, parce qu'en fait, j'arrive pas. Je sais pas, j'arrive pas. Ouais, il fonctionne pas. Ah, il fonctionne pas, Voilà. c'est normal. Non. On D'accord. en a pas, là. Ah, ok, d'accord. Et, donc voilà, juste quand vous finissez, leur dire qu'ils sortent par là. Comme là où ça sera fermé, il y aura les personnes de ménage. Ok, très bien, ça marche. Merci. Merci. Bonjour à tous, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Je sais que la journée a été longue, d'après ce qu'on m'a dit. Vous avez commencé à 8h et en plus on finit par de la psychiatrie. Donc moi je suis très ravi d'être avec vous, surtout que c'est mon premier cours à vos côtés. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vois que c'est la fin de la journée, donc on va essayer de cibler l'essentiel. De toute façon, vous aurez le diaporama. Quand on m'a donné ce cours, comment vous expliquer qu'en 2 heures, résumer ça, c'est, on va dire, toute l'histoire de la psychothérapie, l'hypnose et surtout toutes les situations d'urgence. Je vous avoue que ça m'a fait un peu peur. Donc on va essayer de cibler le plus important. Et donc voilà, donc moi je suis le docteur Damien Pierre. Je suis psychiatre à la liaison psychiatrique de Purpan et de Rangueil. Et je travaille aussi aux urgences. Donc on va dire que les situations d'urgence, c'est surtout mon dada pour l'instant. Alors déjà, avant qu'on commence, pour voir la motivation, qui déjà est intéressé par la psychiatrie? N'ayez pas peur, ça existe. Bah, levez la main quand même. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'espère que je ne vais pas vous dégoûter. Et surtout, j'espère que les autres, je vais vous donner envie. Alors, la maladie mentale. Donc, la maladie mentale est au centre, on va dire, d'un processus global où les prises en charge sont multiples. Dans un premier temps, les traitements médicamenteux. Tous les traitements qui existent. Les thérapies interventionnelles, tout ce qui est des thérapies fondées sur des modèles neurobiologiques, la sismothérapie pour les dépressions, et par exemple la RTMS qui est une technique de stimulation par exemple pour les dépressions et les troubles anxieux. La psychothérapie qui est vraiment au centre de la prise en charge de la maladie. Et surtout, vous, futurs infirmiers, vous allez être les acteurs, un des acteurs primordial pour la prise en charge des maladies mentales, que vous soyez en psychiatrie, même s'il n'y en a que 5 apparemment qui ont levé la main ou qui ont osé lever la main, que vous soyez en orthopédie, en dermatologie, vous allez faire de la psychothérapie et je vais essayer de vous démontrer comment. La psychoéducation, ça aussi c'est essentiel pour la prise en charge des maladies mentales, des maladies mentales. Les habilités sociales qui prend en compte l'handicap physique,
et surtout l'handicap cognitif, par exemple dans les schizophrénies. Les aides sociales compensatoires participent à la prise en charge globale des maladies mentales. Et bien sûr, l'aide à la famille qui est aussi au centre de la maladie mentale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en psychiatrie, on traite bien sûr le malade, mais on traite bien sûr l'environnement. On est obligé d'avoir une prise en charge globale. Donc la psychothérapie est un des outils pour prendre en charge globalement cette pathologie. Et là, durant ce cours, je vais juste vous parler de la psychothérapie, parler un peu de traitement médicamenteux, mais malheureusement, je ne pourrai pas parler de tout. Globalement, les thérapies des troubles psychiques, on peut les mettre en plusieurs sous-groupes. Donc la pharmacothérapie et les thérapies interventionnelles qui sont basées sur vraiment un modèle neurobiologique que je vais évoquer rapidement tout à l'heure. Les psychothérapies, alors vous connaissez, je pense, forcément la psychanalyse, que je vais aborder. Les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. La systémique est une thérapie qui est en train d'émerger. Et après, tout ce qui est la prise en charge psychosociale, qui est essentielle pour la prise en charge de nos malades, qui nécessite, dont le but c'est vraiment la réadaptation dans leur milieu, dans l'environnement, et l'insertion dans la communauté. Donc dans un premier temps, la psychothérapie. Bon, voilà une des définitions de la psychothérapie. Je veux juste mettre en exergue que ce que je vais vous dire pendant tout le cours, c'est la relation du thérapeute et du malade. C'est au centre de la psychothérapie. Sans thérapeute, sans malade motivé et sans thérapeute formé, on ne fait pas de la psychothérapie. Alors on va le voir après dans un second temps dans les urgences. On voit qu'aux urgences, c'est un autre cadre de psychothérapie parce qu'on est face à des tableaux plus bruyants où les patients ne sont pas forcément en demande de soins. Donc les principes généraux d'une psychothérapie, on va dire de toutes celles que je vais aborder, donc elles sont basées sur une théorie scientifique. Les indications doivent être connues. On ne fait pas n'importe quelle psychothérapie pour n'importe quelle personne en se disant « Ah bah tiens, ça va marcher ». Les indications doivent être établies. Les techniques sont codifiées. Il va falloir qu'on puisse avoir une trame pour chaque psychothérapie. On ne fait pas n'importe quoi en disant tiens je veux faire ça à cette séance, la séance d'après je veux faire ça. Il y a des techniques qui sont codifiées. Les effets cliniques doivent être évaluables. Donc par exemple des échelles objectives, des échelles qui sont reproductibles, par exemple des échelles de dépression, des échelles sur le trouble anxieux pour voir l'évolution de la psychothérapie, pour voir en fait si ça marche ou pas, tout simplement. Et ce que je disais tout à l'heure, les intervenants formés et compétents, et ça va être essentiel, et surtout vous allez pouvoir être formé à plusieurs psychothérapies. Donc globalement, toujours dans les principes généraux, les 3 formes de procédures thérapeutiques. Donc la procédure d'expression, le but c'est vraiment de permettre au patient d'exprimer ses pensées, ses émotions qu'il contient ou qu'il réprime, qu'il n'arrive pas à exprimer. Les procédures de prescription, donc le but c'est de donner des informations et des conseils, pas n'importe comment, c'est vraiment essayer de réfléchir à partir des procédures d'expression, de ce que vous apporte le patient, d'essayer de pouvoir conseiller par rapport à votre savoir. Et le but de l'expression et de la prescription, c'est de pouvoir développer l'insight. L'insight, c'est la capacité du sujet à la reconnaissance de ses émotions, de ses pensées, de ses souvenirs. Et ça, c'est important. Parce que vous allez voir, il y a certaines pathologies psychiatriques qui ont un déficit qui est ancré génétique et neurobiologique. Par exemple, la schizophrénie, où ça fait partie des symptômes de la pathologie, de ne pas pouvoir être capable de reconnaître ses émotions, et de ne pas pouvoir être capable tout simplement de reconnaître d'être malade. Donc la psychothérapie peut essayer de développer cet insight. L'engagement dans une psychothérapie nécessite, les attentes du patient, c'est important. Savoir d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi ses symptômes, quel est son comportement. Et l'alliance thérapeutique, s'il y a une des seules choses à retenir pendant le cours, c'est l'alliance thérapeutique. Ça, c'est essentiel. Et vous allez le voir en psychiatrie surtout, et dans tous les soins que vous allez faire, en dehors de la psychiatrie, l'alliance thérapeutique est au centre de la prise en charge. Bien sûr, c'est de voir un petit peu, la psychothérapie ne se fait jamais toute seule, elle est toujours en adéquation avec tout ce qui est médico-social et pharmacothérapie en général. Il se rajoute quand même la pharmacothérapie. Et justement, à quel moment on intervient? Est-ce qu'on intervient en aigu? Est-ce qu'on intervient après une pathologie psychiatrique, on essaye de consolider la rémission, et surtout ou en prévention de la rechute.
vous avez dû tous entendre parler du mindfulness, la pleine conscience, c'est très à la mode en ce moment. Ben voilà, il y a des techniques qui ont été codifiées sur la prévention de la rechute pour la dépression, et les papiers qui sortent dans les revues scientifiques prouvent que le mindfulness marche pour la prévention de la rechute. Donc on peut voir que les psychothérapies peuvent intervenir en aigu, en post-aigu et surtout à distance. Bon, les moyens utilisés, bon, globalement, on est d'accord, la psychothérapie, il faut parler, hein, l'échange verbal, c'est important, toujours l'alliance, de pouvoir créer cette alliance. Après, le but, c'est de pouvoir entamer un processus de réflexion avec le patient. Après, toutes les techniques de suggestion, et de pouvoir travailler sur les apprentissages des techniques spécifiques. Donc, globalement, les objectifs, donc, c'est de développer des capacités que le patient a en lui et qu'on essaie de travailler avec lui. Modifier les schémas de pensée. Au fait, globalement, je vais en parler après avec les thérapies cognitivo-comportementales. Les schémas de pensée, au fait, on a tous des schémas de pensée. Hérités de notre enfance, de nos vécus, des événements de notre vie. On a tous des schémas auxquels on a accès. Des fois, on n'est pas forcément conscient de tout. Et le but, c'est certaines psychothérapies, leur but, c'est de pouvoir déceler ces schémas à l'aide de techniques et de pouvoir les modifier. Et de pouvoir modifier le comportement. Et le but, bon, on va dire, c'est des objectifs généraux, hein, c'est de limiter les conséquences négatives des troubles du comportement. Bon, l'indication d'une psychothérapie, ça dépend de la clinique, du modèle socio-économique, c'est-à-dire en gros, les psychologues, par exemple, ne sont pas remboursés. Donc, quand vous allez proposer à vos patients un soutien psychologique, il faut prendre en charge les moyens socio-économiques, par exemple, du patient. Ça, c'est important de prendre en charge. De savoir que le patient, s'il est volontaire pour une psychothérapie, il faut pouvoir être sûr qu'il puisse y bénéficier et qu'il ne puisse pas arrêter au bout de 2 séances en disant qu'il est plus capable de la payer. Parce que là, on n'est plus du tout soignant. L'indication donc dépend du patient, donc l'expérience et la volonté du patient, ce qu'il apporte, et bien sûr du thérapeute. Donc toujours sur les principes généraux, il faut qu'il y ait une demande de soins. Alors ça, je vais moduler. Des fois, on peut faire de la psychothérapie sans demande de soins, mais globalement, quand même, le patient apporte quelque chose et est dans une démarche de pouvoir travailler. L'objectif thérapeutique doit être défini. C'est vrai qu'on ne part pas à l'aveugle en se disant « Ah bah tiens, ça c'est sympa, on va aller travailler sur ça, puis demain on travaillera sur ça ». Non, il faut qu'il y ait un objectif. Il y a des patients qui apportent quelque chose. Nous, en tant que soignants formés, on peut se dire « Tiens, ça serait intéressant de travailler sur ça ». Si le patient il n'est pas prêt, il n'est pas en demande de travailler sur ça, ça ne sert à rien de pouvoir se pencher ou vraiment d'essayer d'investir ce que nous on perçoit et ce que le patient, lui, n'est pas du tout en demande. Les psychothérapies instaurent un cadre. Un nombre de séances, une durée, parce que les patients ont besoin d'un peu de se projeter, de savoir si ça va durer entre 3 mois et 10 ans. Les niveaux d'intervention du thérapeute et les différents processus. Donc les différents processus, c'est l'engagement du patient sur, alors par exemple, l'engagement du patient, la motivation du patient à changer, les éléments non dits, bon ça c'est surtout dans les thérapies analytiques, et la résistance et les transferts qu'on va aborder juste après. Donc les acteurs, bon je passe rapidement, vous avez compris, c'est le psychothérapeute, bon, le psychiatre, psychologue, et vous surtout, parce que les infirmiers en psychiatrie se forment énormément et il manque de psychothérapeutes et on a besoin. Et si vous choisissez cette discipline qu'est la psychiatrie, hein, je fais ma petite pub, il faut bien sûr que vous soyez formé aux psychothérapies. Donc toujours un des acteurs principaux, c'est le patient, donc voilà, la prévention d'une rechute, l'amélioration du stress. Et bien sûr, le troisième acteur, c'est la psychothérapie, avec des demandes conscientes et bien sûr des demandes inconscientes, parce qu'au fur et à mesure, le patient, il évolue et puis on découvre d'autres objectifs. Au moment où il vient parce que ça ne va pas avec sa femme, et puis à la fin, on se rend compte qu'il y a des problèmes relationnels avec sa maman dans l'enfance, et voilà. Et donc là, on modifie, mais toujours sur des demandes inconscientes en premier lieu. Bon, les 3 ordres, bon, j'ai déjà un peu dit, donc les 3 objectifs, les buts de vie, donc la capacité du changement à ce que le patient souhaite voir dans sa vie, changer. Les buts du traitement, alors c'est pouvoir essayer de travailler sur les traits de personnalité, parce que les traits de personnalité, c'est pas un symptôme. On a tous des traits de personnalité, il y en a qui ont des traits de personnalité qui font des troubles de la personnalité, et qui sont ancrés en nous et qui sont le plus difficiles à changer. Donc vraiment, un des objectifs des psychothérapies, c'est de pouvoir essayer peut-être de déceler des traits de personnalité qui peuvent être handicapants dans la vie de tous les jours. Il faut bien sûr prendre en compte les buts techniques, c'est-à-dire les capacités du patient à bénéficier de la méthode, à suivre le cadre et les interventions requises. Il y a des personnalités qui sont plutôt impulsives, qui sont tout dans l'immédiateté. C'est sûr que vous n'allez pas lui demander une psychothérapie sur 10 ans.
Ça, il faut pouvoir prendre en compte le patient dans sa globalité. Bon, je vous parle rapidement de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est essentiel, bien sûr. Ce que je dis, c'est quand même, ça tombe sous le sens. Donc, on peut la définir comme un phénomène collaboratif, un partenariat entre le patient et le thérapeute. C'est applicable à toute relation d'aide. Donc le but, ça a été étudié, l'alliance thérapeutique a été étudiée dans de nombreuses études, je ne vous ai pas tout remis. Ça nous permet justement de pouvoir avoir un accord sur les buts du traitement, sur les tâches à accomplir et de créer un lien affectif entre les partenaires. Et l'alliance, ça se travaille, ça ne se prescrit pas, c'est pas comme un traitement, donc ça se travaille. Et donc là, je vous ai mis à gauche le schéma, globalement, du processus de l'alliance thérapeutique. Alors, normalement, il devrait avoir une flèche en bas pour fermer le cercle. En gros, c'est justement le patient, le thérapeute vient avec une empathie, une aide empathique, une écoute qui entraîne une collaboration, l'acceptation de la relation par le client, plutôt le patient, on va dire, chez nous, et qui crée justement une relation collaborative. Donc le but, c'est que cette relation entraîne en trois la relation thérapeutique et permet de créer la motivation du patient. Et quand le patient se sent motivé et soutenu, on note une amélioration et on retourne sur l'aide empathique. Et voilà, globalement, c'est les différentes étapes schématisées du processus de l'alliance thérapeutique qui est essentiel chez nos patients. On le fait de manière des fois instinctive, il y a des personnes qui sont plus à même de le faire, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui est essentiel dans n'importe quel soin psychiatrique ou non. Bon, les psychothérapies analytiques, je vais essayer de vous résumer globalement tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, Freud, que je pense que vous connaissez. Hein ? Non, j'ai pas entendu. Donc Freud, neurologue autrichien, non psychiatre, neurologue autrichien qui lui s'est intéressé au processus psychique inconscient. Bon, je ne vais pas tout vous refaire, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui était les crises d'hystérie qu'on a pu voir en neurologie, qui ont été étudiées par les neurologues, et que au fait Freud il s'est intéressé à ces crises hystériques qui se dit plus, en essayant de déceler les processus psychiques inconscients qui au fait avaient une expression consciente. Alors au temps de Freud, il y avait plutôt des expressions psychosomatiques où ces processus psychiques revêtaient des symptômes physiques. Alors c'est pour ça qu'il passait beaucoup par les neurologues et donc le psychiatre arrivait vraiment en dernier lieu. Donc Freud s'est intéressé vraiment au traitement des troubles névrotiques que je vais développer après, et au fait il a traité on va dire des conceptions où vraiment sur la logique médicale, où vraiment le modèle humain était au premier lieu, l'organisation psychique, alors je vais vous détailler après, la structuration de la personnalité, c'était le premier de parler d'hystérie, et la psychopathologie des névroses et des troubles de la personnalité. En gros, qu'est-ce qu'il pensait Freud ? Il s'est dit, l'appareil psychique, il est divisé en plusieurs fonctions, les topiques, que je vais développer jusqu'après. L'inconscient, le préconscient, le conscient, le ça sur moi, le moi, vous connaissez, ça vous dit quelque chose ? Ces processus psychiques, au fait, en gros, ils interagissent entre eux, où il y a vraiment une énergie entre eux qui s'agence, qui est de l'ordre de la pulsion. Donc il y a vraiment cette dynamique, donc le topique, l'économique et la dynamique. Bon, les principaux topiques, le conscient, le préconscient et l'inconscient, et surtout, pour lequel on connaît Freud, le ça, c'est vraiment le siège pulsionnel, donc c'est vraiment ce qu'on peut dire maintenant, c'est le cortex frontal, c'est lui qui vous dit de sauter sur la première fille qui passe ou le premier garçon. Le moi, c'est ce médiateur entre ce ça et ce surmoi, parce que le surmoi, lui, c'est lui qui vous freine tout le temps. En fonction de tout ce que vous avez appris de vos parents, des interdits sociaux, et ben c'est lui qui vous freine tout le temps. Donc Freud a décrit vraiment cette dynamique entre ces différents topiques en disant, voilà, le psychisme, alors c'est un peu réducteur, je pense maintenant, de dire qu'il y a cette bataille constante entre vos envies, vos pulsions, donc vraiment des envies primaires, la faim, la soif, la sexualité, et le surmoi qui essaye vraiment de pouvoir bloquer ça. Donc, le processus thérapeutique en thérapie analytique, c'est vraiment de voir ce qui est inconscient et pouvoir identifier ce qui est inconscient pour pouvoir identifier vraiment les symptômes qui, eux, sont conscients pour le patient.
Bon, Freud, bien sûr, s'est intéressé à la sexualité. Il était très porté sur la sexualité, notamment infantile, et sur les troubles de la personnalité. Et c'est là qu'il a pu développer la thérapie des pulsions, où la source, donc vraiment ce qui a été inconscient, c'est l'excitation corporelle, la tension interne, la tension, ce qu'il appelait la tension pulsionnelle. Le but, au fait, on a tous un but, ça serait de supprimer cet état de tension qu'on ressent de manière inconsciente, et l'objet ou le symptôme, grâce à lui, que la pulsion atteint son but. Donc après, je ne vais pas tout vous détailler sur les développements libidinaux et le complexe d'Oedipe qu'il a pu développer, réactionnel à toutes ces théories sur la sexualité infantile. Donc lui, il partait du principe que tous nos mouvements internes, les mouvements, l'angoisse, tous les symptômes, on va dire, neuropsychiatriques qu'on pouvait ressentir étaient générés par des pulsions. Donc voilà, la faim, le sommeil, l'angoisse. Et donc c'était le conflit, donc toujours cet état de dynamique entre les conflits intrapsychiques, donc nos traumatismes, tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, et qui, au fait, luttait pour ces conflits inconscients par des mécanismes de défense toujours inconscient, le refoulement, où, voilà, où on garde en soi de manière inconsciente l'expression de certains traumatismes qui peut s'exprimer par des angoisses massives, qui peut avoir un handicap important. Et là, il y a d'autres techniques comme la projection, bon, je ne vais pas tout vous détailler, le déni, le passage à l'acte, qui sont vraiment ce qui a pu être décrit par Freud sur justement ces pulsions et la thérapie pulsionnelle. Bon, là, je me répète aussi, la résultante de conflits psychiques inconscients, l'importance des traumatismes dans l'enfance, qui au fait empêche le processus évolutif, où justement, c'est pour ça qu'il étudiait énormément la sexualité infantile, en disant qu'il y a certains adultes restaient à des stades plutôt, alors ils décrivaient ça de manière non sexuelle, buccale, anale, en fonction des différents stades du développement de l'enfant et de la sexualité dans l'enfance. Et donc les symptômes, il les décrit comme vraiment des compromis entre ces fantasmes inconscients qui essayent d'accéder à la conscience et ce contrôle du surmoi qui essaye toujours de refouler. Donc il y a toujours cette balance entre le conscient et l'inconscient. Donc il a pu décrire des pathologies qu'on utilise encore aujourd'hui. Peut-être que vous entendez encore des soignants pouvoir... et je pense que c'est maintenant tellement démocratisé, parler de névro, il est névrosé, lui il a une psychose. C'est quand même des termes qui relèvent beaucoup des thérapies analytiques, qui sont encore d'actualité, mais qui sont maintenant un peu déplacés, qui n'existent, qui sont un peu déplacés. C'est comme l'hystérie, ça n'existe plus, hein. Ne dites jamais hystérie dans vos services. En psychiatrie vous l'entendrez, mais c'est qu'on n'est pas des bons psychiatres. Et je suis le premier à le dire. Les névroses, c'est vraiment l'expression vraiment du conflit psychique en lien avec l'histoire infantile et le désir et des compromis entre le désir toujours en lien avec l'enfance et les défenses qui se manifestent pour pouvoir empêcher le désir de s'exprimer. La psychose, c'est vraiment le rapport toujours de la relation libidinale, mais à la réalité, où vraiment il y a un décalage avec la réalité. Donc les objectifs globalement des thérapies analytiques, donc toujours le but de vie, donc apaiser la souffrance liée aux symptômes, et de pouvoir essayer de développer des projets dans la vie personnelle et la vie professionnelle. Des enjeux thérapeutiques, le but toujours de modifier les structures de personnalité en essayant de mettre à jour ces mécanismes de défense. Les enjeux techniques, où l'objectif c'est toujours de s'approprier ces techniques analytiques pour mettre à jour nos comportements et la prise de conscience des éléments inconscients. Bon, les modalités en pratique, vous connaissez toujours on va dire le cliché qu'on a sur l'analyse, hein, qui existe encore, sur le psychiatre, le patient allongé sur le divan, le psychiatre derrière le patient. Alors ça a été décrit comme vraiment une neutralité affective où le patient ne voit pas son thérapeute et ne peut pas interagir affectivement et ne peut pas se référer affectivement dans un premier temps avec son thérapeute. Donc la cure analytique utilise par exemple les associations libres, c'est-à-dire que le patient y parle, et puis sans ordonner, le thérapeute dans un premier temps ne va pas forcément guider le patient. Le transfert, ça c'est quelque chose qui est décrit dans des cures analytiques, mais qu'on voit
nous-mêmes dans des patients. Vous êtes étudiant infirmier, vous avez dû le voir, il y a des patients qui transfèrent vers vous des émotions ou qui voient en vous quelque chose qui puisse des fois même pas identifier, mais une figure maternelle, fraternelle. Ça a été décrit dans les cures analytiques où justement le mouvement du patient vers le thérapeute. Et bien sûr, vous avez peut-être pu l'expérimenter, le contre-transfert, ou des patients, ou vraiment un mouvement du patient vers nous, ou qui génère chez nous un ensemble d'émotions plutôt... contre-transfert, c'est plutôt négatif, mais ça peut aussi être des émotions positives. Une des techniques aussi, l'interprétation, surtout des rêves et des souvenirs infantiles, où le psychanalyste interroge sur les rêves et le demande au patient de le noter pour pouvoir l'interpréter ensemble. Et aussi la deuxième technique, c'est plutôt la psychothérapie d'inspiration analytique, où là, plutôt, les patients et le thérapeute sont face à face, où là, on essaye de beaucoup plus cadrer la thérapie. L'indication de la psychanalyse sont un peu multiples, surtout tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, des troubles anxieux, du trouble obsessionnel compulsif, des troubles de la personnalité, donc j'ai mis histrionique et narcissique. C'est vrai qu'en psychanalyse, il faut aimer parler de soi. Donc c'est vrai que on voit, alors pas tous, mais il y a plutôt les gens qui ont envie de réfléchir sur eux-mêmes. Mais bon, c'est pas des généralités, loin de là. PTSD, tout ce qui était le stress post-traumatique. Là, pour l'analyse, on est d'accord que le patient il doit être demandeur avec une bonne capacité à reconnaître ses émotions. Et justement pouvoir travailler dessus. C'est pour ça que j'ai mis contre-indication de tout ce qui était troubles psychotiques. La psychotique, je parle au sens de classification des pathologies mentales. Là, je ne parle pas au sens psychanalytique. Ou vraiment des personnes qui ont des décalages avec la réalité. Avec je ne sais pas si vous êtes passé en psychiatrie, mais si vous avez déjà vu des patients atteints de schizophrénie en phase aiguë, des patients qui sont schizophrènes, qui ont déjà en décalage avec la réalité, vous leur demandez de parler de leurs rêves et de leur traumatisme infantile, alors là vous allez tout avoir. Et là vous n'allez pas du tout être soignant. Là vous allez le stimuler et vous allez plutôt le stimuler, l'exciter que pouvoir l'apaiser et construire être vraiment soignant. On va dire que c'est vraiment la seule contre-indication des psychothérapies. C'est comme faire de la relaxation à un schizophrène. Voilà, on ne fait pas de relaxation à un schizophrène décompensé. C'est les seules, on va dire, contre-indications où on ne va pas se lancer sur quelque chose de psychothérapeutique. Là, ce qui est important, les TCC, là, c'est la thérapie depuis les années 50-60 qui émerge et qui est maintenant, aujourd'hui, qui a le plus de, on va dire, qui commence à avoir le plus de preuves scientifiques sur la psychothérapie et qui est essentiel pour vous parce qu'il y a énormément, il en manque tellement qu'il y a énormément d'infirmiers qui se forment. Moi j'ai été formé il y a 2 ans, il y avait 2 tiers d'infirmiers, psychiatriques ou non. Donc je pense que c'est important de le savoir et ça marche, ça donne beaucoup d'outils qui peut permettre vraiment d'aider nos patients rapidement. Ce que je vais vous le montrer, c'est une thérapie qui peut marcher très vite et très bien. Mais bien sûr toujours avec des codes et des cadres. Là, les TCC, à la différence de la psychanalyse, qui était vraiment sur un mode, vraiment sur des dogmes psychanalytiques, sur des observations cliniques, là, elle se base vraiment sur la psychologie scientifique, et notamment sur la neuroscience. Il y a 3 vagues qu'il faut, on va dire, connaître. C'est tout ce qui est comportementaliste, donc avec les théories de l'apprentissage que je vais détailler rapidement, le cognitiviste, c'est-à-dire que en gros la TCC c'est pas dur, ils sont remontés, ils sont partis du comportement en se disant ah bah tiens il y a des comportements problèmes, donc ça vous avez pu voir, peut-être je vais vous le montrer avec toutes les théories de l'apprentissage, avec le chien, la cloche. Le cognitiviste où ils sont remontés d'un cran en disant bah au final il y a un comportement problème mais il y a aussi peut-être des cognitions, des pensées automatiques qu'on a tous. Qui sont présents et qui posent problème et qui entraînent des comportements problèmes. Et là, on est en train de remonter, et c'est ce qui émerge depuis les années 80-90 et ce qui est maintenant très, on va dire, très à la mode. On entend même tous les jours maintenant sur la radio avec toutes les théories de mindfulness et de pleine conscience, où là, on est monté d'un cran avec l'émotion, où on s'est dit, on a peut-être des émotions négatives qui interagissent qui entraînent des pensées automatiques négatives, qui entraînent un comportement problème.
Donc on va dire que là je schématise, c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a eu depuis les années 50-60 vraiment une progression et vraiment une évolution de ces thérapies qui reste à ce jour assez concluante. En gros, Pavlov, ça a été le premier au début du XXe qui a découvert les théories de l'apprentissage, tout bêtement. Avec les 5 variables, un stimulus neutre, c'est-à-dire qu'il entraîne, vous connaissez le chien et la cloche? Oui, non? Bon, globalement, je vais vous le montrer juste après. Un stimulus neutre, c'est la cloche, c'est-à-dire que vous avez un chien devant vous, vous mettez une cloche, il ne salive pas, en tout cas, il n'a pas de réaction comportementale ou émotionnelle. Parce qu'on peut dire que la salivation, il y a une part émotionnelle. Donc, c'est ce que Pavlov a appelé le stimulus neutre. Le stimulus inconditionnel, c'est en fait un stimulus qui déclenche une réponse réflexe sans apprentissage. Par exemple, c'est vous montrez une gamelle de nourriture, il va saliver. Donc il n'y a pas d'apprentissage, c'est des choses, on va dire, de manière instinctuelle. On a faim, on voit de la nourriture, on salive. La réponse inconditionnelle, c'est la réponse à un stimulus sans apprentissage. Et la stimulus conditionnelle, c'est quand le stimulus neutre, donc la cloche, déclenche une réponse conditionnelle quand associée à un stimulus inconditionnel. En gros, c'est ça, à droite. Le stimulus inconditionnel, c'est la nourriture qui entraîne une réponse inconditionnelle, c'est le fait qu'il salive. Vous mettez la cloche, il ne salive pas. Vous mettez la cloche suivie de la nourriture, et ben vous allez commencer en répétant, c'est pour ça que j'ai marqué à droite, à gauche, le conditionnement temporel qui est essentiel, c'est-à-dire que si vous mettez la cloche et qu'il n'y a pas un laps de temps, alors je crois que c'est entre 100 millisecondes et 1 seconde, il apprend le chien. Quand vous dépassez 1 seconde, il n'apprend plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait une association des deux. Vous avez une réponse conditionnelle et là après, le stimulus inconditionnel devient conditionnel. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de présenter la nourriture, que là, dès que vous mettez la cloche, le chien, il salive. Donc c'est vraiment ce qu'a développé le Pavlov en étant tout bête, en disant que en conditionnant avec un stimulus on va dire extérieur, on peut créer on peut faire apprendre à quelqu'un quelque chose qui n'est pas de manière instinctuelle. Bien sûr, il y a une nécessité qu'il faut que ça soit suivi au niveau du temps ou simultané. Et par exemple, le conditionnement rétrograde, ça ne marche pas. Si vous mettez de la nourriture et qu'après vous suivez par la cloche, vous verrez, en tout cas, on n'a jamais décrit d'apprentissage dans du conditionnement rétrograde. Et l'extinction, juste pour votre culture, c'est en gros quand, au bout d'un moment, le chien, vous le faites sonner la cloche, vous ne mettez pas de nourriture. Ce qu'on appelle extinction, c'est qu'au bout d'un moment, il ne va plus saliver. Donc globalement, ça c'est la première vague de Pavlov. Après, il y a eu la boîte de Skinner. Je ne sais pas si vous connaissez, où lui, il est parti sur un conditionnement plus opérant. Là, on s'est dit, on est capable d'apprendre, on met un stimulus, quand on lui rajoute quelque chose qu'il n'a pas appris, ce stimulus peut rentrer dans cette théorie de l'apprentissage. Globalement, là, c'est différent. C'est quand il a pu observer Skinner dans une boîte avec un rat, une manette, un champ électrique, il a pu montrer au fait un conditionnement là plutôt opérant. En gros, il a pu décrire le renforcement et la punition. Juste 2 définitions qui sont importantes. Le comportement, c'est une action qui est observée, qui peut être modifiable. C'est important. Le stimulus discriminatif, c'est ce qui associe un comportement à une conséquence. Et avec ce stimulus, il va y avoir une conséquence. Globalement, le renforcement, c'est quand on rend la capacité plus probable d'un comportement. Tout simplement, vous mettez un rat, il appuie sur une manette, il y a la nourriture qui tombe, et ben vous savez qu'il a plus la probabilité d'augmenter le fait d'appuyer sur la manette. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Par exemple, vous mettez la punition, par exemple, vous mettez un rat. Non, par exemple, excusez-moi, parce qu'il faut aussi que je me mette. Le renforcement négatif, c'est vous mettez un rat, il y a des fils électriques, donc il est électrifié, il appuie sur la manette. Les champs électriques s'arrêtent, et ben vous avez la probabilité, vous augmentez la probabilité qu'il appuie plus sur la manette pour que le champ électrique s'arrête. Donc globalement, c'est ce que Skinner a pu décrire. Ce qu'il faut retenir, c'est que
Tout comportement est contrôlé par les conséquences dans son environnement. Vous allez avoir les personnes, elles arrivent avec des comportements problèmes. Le comportement est problématique, mais c'est surtout les conséquences sur son environnement, donc sur sa vie personnelle, professionnelle, sur son environnement proche. Pour mieux comprendre un comportement, il faut faire une analyse fonctionnelle. Et ça, l'analyse fonctionnelle, c'est essentiel. Et je vais vous en montrer une juste après. C'est le but de pouvoir essayer de prendre le patient dans sa globalité. C'est qu'avec la technique du rat, c'est de se dire qu'il y a un comportement problème, on peut modifier ce comportement en rajoutant des stimulus, en rajoutant des techniques, mais qu'il faut pouvoir le prendre dans sa globalité, c'est-à-dire son milieu professionnel, son milieu personnel et tout ce qui peut interagir avec tous ces comportements. Donc, pour modifier un comportement, l'analyse fonctionnelle que je vais vous montrer juste après, pouvoir mesurer ce qui porte problème, l'angoisse c'est quoi, à combien il la cote, en quoi ça a un impact, et justement comment on peut modifier le comportement. Là, on était parti sur le comportement, là on arrive sur les cognitions. Globalement, les schémas, ou les structures cognitives, c'est les représentations qu'on a héritées de notre enfance, de nos traumatismes, c'est nos croyances et tous nos postulats. En fait, c'est tous nos postulats de base qu'on a hérités. On n'a pas tous conscience de nos postulats, mais qui sont en nous, et découlent de ces postulats des cognitions. Je vais vous montrer juste après, par exemple, un exemple de postulat. Et le but, c'est qu'on interprète notre réalité tout le temps par rapport à nos postulats. Quoi qu'on fasse de manière automatique, là, quand vous m'entendez parler ou même quand vous pensez à votre soirée de ce soir, vous vous dites des choses et c'est quelque chose qui vous ne contrôlez pas et vous avez des pensées automatiques qui par exemple, découlent de tout ce que vous pensez. Et donc, le but, c'est que ça vous permet de trier, de coder tous les stimuli internes, c'est-à-dire vos relations aux autres, tout ce que vous pouvez, tout ce qui interagit avec vous. Donc, tout le temps, on est stimulé tout le temps. Alors, on ne se dit pas tout le temps exactement toutes nos pensées automatiques, mais elle codifie au fait tout ce qu'on peut, notre métier, notre relation aux autres, nos réactions et notre façon de voir les choses, que ce soit politique ou autre. Donc, Beck a pu développer justement les pathologies psychiatriques, donc là je parle en général, mais là le but c'est de pouvoir traiter des patients qui ont des pathologies ou des syndromes psychopathologiques et pouvoir identifier ce qu'on a appelé des distorsions cognitives, ces pensées automatiques qui en fait impactent sur notre vision de la réalité et qui justement la brouillent. Donc le but c'est de déconstruire ces schémas cognitifs et de les remplacer par des autres. Donc c'est un peu facile de dire ça comme ça. Après, il y a beaucoup de techniques pour pouvoir accéder à ces schémas cognitifs, parce qu'y accéder, des fois, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui c'est difficile de pouvoir y accéder parce qu'ils ne sont peut-être pas en état de pouvoir identifier leurs pensées automatiques. Et vous allez voir que des pensées automatiques, c'est hyper dur, au fait. C'est hyper dur à les détecter tout le temps. C'est un travail vraiment très difficile. Donc globalement, c'est le schéma un peu à retenir de Beck, c'est les schémas cognitifs, c'est les croyances, les convictions intimes du sujet et son rapport à la réalité. La petite flèche, on est sur des distorsions cognitives où c'est des processus de décodage de la réalité qui sont erronés. Ça nous permet de traiter l'information de manière totalement décalée. Et les cognitions, c'est peut-être l'entrée dans ces schémas cognitifs, c'est vraiment toutes ces pensées automatiques qu'on se dit. Ces monologues intérieurs, ce dialogue interne. Alors, par exemple, j'ai essayé de prendre un exemple. L'événement, ce qui peut arriver à n'importe quel étudiant infirmier ou infirmier. J'ai raté ma prise de sang. Le schéma cognitif de cette personne, par exemple, alors ça c'est le schéma cognitif qu'on a en travaillant, on ne l'a pas de prime abord, hein. C'est un schéma cognitif hérité de son enfance, par exemple, sur une volonté de toujours vouloir réussir, ou des parents qui, par exemple, sont dans des volontés de vraiment mettre en haut une personne qui a pu être éduquée à pouvoir toujours vouloir réussir. Son schéma cognitif, c'est par exemple, pour être heureux, je dois réussir tout ce que je fais. La distorsion cognitive qui est sous-jacent, alors il y en a qui sont décrits, par exemple le raisonnement émotionnel, ça c'est très commun. Et je vous rapporte à la cognition juste en dessous. Je me sens angoissé, c'est donc je suis un loser. C'est-à-dire qu'on approprie une émotion et on la considère comme une conclusion. Ce que je ressens est une conclusion. Je me sens angoissé parce que j'ai raté ma prise de sang, c'est que je suis un nul. La maximalisation, ça on le fait tout le temps. Alors on passe notre vie à faire des maximalisations. J'ai raté ma prise de sang, je vais rater mon école d'infirmier, c'est fini. Voilà, on part d'un événement et on maximalise à toute notre vie.
La pensée dichotomique, qui est un peu plus subtile, c'est de pouvoir tout de suite cliver. C'est j'ai raté, tout est blanc ou noir. On va dire, on va le globaliser comme ça. Si j'ai raté ma prise de sang, c'est que je ne vois rien. Et tout ça se rapporte à un des schémas. On pourra en trouver d'autres. C'est toujours ce schéma cognitif ancré. C'est pour être heureux, je dois réussir tout ce que je fais. Et on voit que ce schéma-là, il est très difficile à des fois y avoir accès, et on peut voir que des gens peuvent générer des crises d'angoisse, des anxiétés anticipatoires par exemple à la prochaine prise de sang. Cette personne peut peut-être développer des choses qui peuvent être handicapantes dans sa vie professionnelle. Donc ces techniques liées aux distorsions cognitives interviennent à 3 niveaux. Donc on a dit le comportement, les cognitions, l'émotion, qui va arriver juste après, et l'interaction avec l'environnement et les facteurs biologiques. Et l'analyse fonctionnelle, et ça c'est essentiel, c'est la grille CK que je vais vous montrer juste après. Ça c'est ce qu'on appelle, en fait, ça c'est 3 mois de travail, non, on va dire un peu moins, 1 mois et demi de travail, une séance par semaine. C'était une soignante que j'ai suivie pour mon mémoire de DU de TCC à Toulouse. On nous demande de pouvoir suivre, pour avoir le DU, de pouvoir suivre quelqu'un qui a un trouble, qui est handicapé par un trouble psychiatrique. Là, c'est un trouble panique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, un trouble panique, ça fait partie des troubles anxieux. C'est des personnes qui font des crises d'angoisse à répétition. Sur plusieurs mois, il y a un nombre défini qui rentre dans un trouble anxieux et qui est très handicapant, parce que c'est des gens qui peuvent faire des crises de panique à n'importe quel moment, en voiture, en allant se coucher, au travail. Et cette personne, elle était soignante et elle avait un trouble panique depuis des années. Qu'elle n'arrivait pas à dire. En fait, elle ne le disait pas, elle essayait de pouvoir l'éviter, parce qu'on voit en général que les gens qui sont anxieux, ils ont beaucoup de conduite d'évitement. Donc la grille CK, c'est quoi? S, c'est situation. Donc le but, c'est d'identifier les situations qui portent problème. Elle, c'était facile, c'était tout le temps. Elle avait une crise d'angoisse au cinéma, dans la voiture, elle marchait dans la rue, d'un coup, elle s'arrêtait, elle faisait une crise d'angoisse. Le E de CK, c'est émotion. Émotion, c'est l'angoisse, on est d'accord. Avec, je ne sais pas si vous avez déjà eu une crise d'angoisse, c'est très angoissant, dans le sens où on a une sensation de perte de contrôle. Et les gens qui ont eu des crises d'angoisse le savent, on a l'impression de sortir de notre corps. C'est des gens qui se disent je suis en train de devenir fou. Et les émotions, bien sûr, on a tout ce qui est physique. On tachycarde, on a du mal à respirer, on se sent opprimé. Donc ça, c'est les émotions. Le premier C, c'est le comportement. Donc elle, quand on voit dans le comportement ouvert, là vous le voyez, elle, quand elle avait ses crises d'angoisse, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle appelait ses parents. En général, c'est assez ça, les troubles anxieux, c'est l'évitement. Ils appellent les amis. Ils sont tout seuls, ils ont moins envie de... ça les rassure, et en général, après, c'est problématique, parce que c'est des gens qui développent, au fait, ce qu'on appelle les objets contraphobiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de faire les courses tout seuls, ils ne sont plus capables d'aller travailler seuls, et en même temps, ils ne font plus de crise d'angoisse, ils sont contents. Sauf qu'on arrive, et c'est le conjoint ou le père ou la mère qui nous appelle en nous disant « mais là, c'est plus possible. Il a 30 ans, il n'est même plus capable d'aller travailler ou prendre le bus. » Donc là, cette personne, elle arrivait justement à appeler ses colocs, à regarder des films toute la journée. Alors quand tu es soignant et que tu vas pas au travail, c'est compliqué. Le deuxième C de CK, c'est cognition. Donc elle avait vraiment ce sentiment de mourir, de mort imminente, où elle avait peur de devenir folle. Et le dernier A, donc là c'est tout en haut, anticipation. Donc que font les gens pour pouvoir anticiper la situation? En général, elle est passée toute sa journée à se dire qu'elle allait faire une crise d'angoisse. Donc c'était un peu handicapant. Et donc elle anticipait aussi à se retrouver avec sa famille tout le temps. Elle les appelait tout le temps, 2-3 heures par jour. Donc là, on identifie juste, on va dire, le cercle problème. Alors après, j'ai rajouté les significations personnelles, le schéma cognitif dont je vous ai dit. Elle, son schéma cognitif, c'était je suis ridicule, on va m'interner en psychiatrie, on va devoir m'injecter. Elle, c'était son schéma. Et au fait, au bout d'1 mois et demi, on a réussi à accéder à ça. Et au fait, elle avait peur de se retrouver en psychiatrie et qu'on l'injecte et qu'on se retrouve dans une chambre d'isolement et qu'elle soit attachée. C'était ça son schéma. Et que de toute façon, elle allait devenir folle, elle n'est plus capable de travailler. Et donc,
l'analyse fonctionnelle, c'est vraiment la pierre angulaire des thérapies cognitivo-comportementales. Et là, on voit le cercle et on sait où est-ce qu'on va agir au niveau du comportement, des cognitions et de pouvoir travailler au niveau des émotions. En gros, le but du comportement, c'est il faut que c'est le trouble à part entière, c'est pour lequel le patient vient, et c'est la séquence comportementale qui est problématique. Et les TCC, globalement, elles cherchent à modifier ces séquences de comportement en essayant de pouvoir, sur les techniques d'apprentissage, apprendre une nouvelle séquence. Donc là, apprendre un nouvel apprentissage, toujours essayer avec le patient de pouvoir définir et atteindre les buts qu'on a fixés en premier lieu. J'avance un peu. Et la troisième vague qui émerge, je sais pas, vous avez sûrement dû entendre parler du mindfulness. Donc je vous ai pas tout détaillé, mais en ce moment on est dans l'émergence d'énormément de techniques basées sur la pleine conscience. C'est juste du bouddhisme remis, on va dire, à jour. Je vous conseille Jon Kabat-Zinn, qui est un psychiatre américain, qui est quand même lui qui a créé et qui a mis à jour le mindfulness. Et surtout, c'est des techniques qui sont intéressantes parce qu'on travaille vraiment sur la pleine conscience, c'est-à-dire sur les émotions et l'identification des émotions et des cognitions. Et on a pu l'étudier sur la prévention de la rechute dépressive, et ça marche. Et les études, elles sont en train de dire, alors je ne devrais pas trop le dire trop fort, mais les études, elles commencent à dire que sur des gens qui ont déjà fait 2 épisodes dépressifs dans leur vie, des fois, rien que faire le mindfulness sans traitement, ça prévient la dépression. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas besoin de remettre un traitement, de laisser un traitement sur le long terme. Donc c'est des techniques qui sont intéressantes et qu'il faut prendre en compte et qui peuvent bien fonctionner chez certains patients, mais qui nécessitent beaucoup d'entraînement. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est très difficile, hein, ça demande une concentration constante. Hein. Globalement, les TCC, ça marche bien dans les troubles anxieux, tout ce qui est phobie, des phobies d'araignées, les gens qui viennent sur des phobies assez handicapantes, ça marche bien. Les troubles de l'humeur aussi, bien sûr, une thérapie associée avec les thérapies. Hein, on peut traiter une dépression par des TCC, c'est possible, mais quand même, c'est vrai qu'en général, on fait les deux. La schizophrénie, c'est possible. En fait, la schizophrénie, ce qui marche bien dans les TCC, c'est l'apprentissage de tout ce qui est les habilités sociales. En gros, les habilités sociales, c'est aller chercher son pain à la boulangerie. C'est des patients qui ont des difficultés dans les communications, dans la perception des émotions de l'autre. Et par les techniques de TCC, on leur apprend avec des jeux de rôle à pouvoir les réapprendre, à pouvoir interagir avec la société. Donc c'est intéressant sur les groupes d'habilité sociale et aussi sur gérer les hallucinations. Qu'est-ce qu'une hallucination? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on peut la contrôler? Donc les TCC sont très intéressants. Donc on voit que les TCC, elles interviennent vraiment sur des indications très larges. Globalement, les séances, on dit qu'une moyenne, c'est 10 à 25 séances à raison d'une séance tous les semaines ou tous les 15 jours. Donc ça peut aller vite. Les phases sont vraiment l'analyse fonctionnelle dont je vous ai parlé, pouvoir identifier le patient dans sa vie, dans son comportement, définir un objectif et un contrat sur les buts, mettre un programme, on ne va pas n'importe où, séance 1, séance 2, séance 3, et évaluer les résultats. Le but, c'est de savoir un peu où est-ce qu'on est. Donc en général, on fait passer des échelles et on essaye de voir à J1, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, où est-ce qu'on est. Après, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr m'interrompre. Hein. Voilà, je vous ai parlé, il en reste beaucoup. Non, je plaisante. Non, je vais vous dire globalement les principales, parce que au moins vous pouvez au moins avoir les principales et après vous renseigner pour avoir plus de détails. Les thérapies systémiques qui sont aussi en train d'émerger. En gros, là, on était parti un truc analytique où on analyse les traumatismes d'enfants, tout leur rapport à la sexualité, beaucoup dans l'interprétation, ça c'est Freud et tout. Alors il n'y a pas que Freud, hein, c'est un des pionniers, mais lui qui était vraiment dans l'analyse et dans l'interprétation et vraiment dans l'écoute et l'empathie. Les TCC, eux, sont vraiment dans un côté un peu plus interventionnel en disant
Nous, on va intervenir en pouvant modifier le comportement, les émotions et les cognitions. Et arrivent les thérapies systémiques qui Bateson a pu être un des pionniers, qui est à l'origine des thérapies familiales, des thérapies de couple et des thérapies brèves. En gros, il a pu décrire la famille. Donc, la famille, c'est vraiment, les membres d'une unité. Hein, c'est pas forcément des gens qui ont le même sang, comme un système au fait régi par des règles. Qui sont vraiment à l'origine des interactions familiales, de la communication dans les thérapies familiales. Et le but, c'est que ces systèmes, ils interagissent entre eux de manière constante. C'est-à-dire qu'on a différents rôles qu'on nous donne, le rôle de l'enfant, du papa, de la maman. Et ces rôles, ils interagissent tout le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de l'avancée des événements de vie, on peut devenir le papa, on peut devenir l'enfant. Et au fait, je vous le dis en schématisant, on voit que ces thérapies s'interagissent à ce rôle-là. Et justement, ils ont été une des premiers à dire qu'en fait la schizophrénie, on ne sait pas exactement d'où ça vient. On sait qu'il y a une origine génétique, on sait qu'il y a une origine plutôt de l'environnement, on sait qu'il y a une origine neurobiologique. Hein. On est en train de se dire que peut-être notre cerveau, le cerveau des schizophrènes, a un impact sur ces pathologies. Et eux, ils sont en train de dire, au fait, peut-être que la schizophrénie, c'est juste un trouble de la communication. Et au fait, la personne schizophrène serait juste une personne qui reçoit de manière constante la double contrainte, c'est au fait des injonctions paradoxales. C'est-à-dire de lui dire tout et son contraire. De recevoir des injonctions dans la famille de manière assez contradictoire et que le patient n'est pas en capacité de pouvoir gérer toutes ces informations. Donc, les thérapies systémiques et Bateson, il est en train vraiment de proposer une autre approche des pathologies mentales. Et donc là, je reviens où la famille, et c'est vraiment une notion de système et vraiment une notion d'éléments d'interaction et en mouvance constante, comme un orchestre, dont le but, c'est que chaque famille, chaque interaction et chaque membre a sa dynamique propre. Et c'est ce que j'ai mis, c'est que les membres sont en perpétuelle interaction. Et que les pathologies mentales résulteraient d'une dysfonction communicationnelle de ces systèmes. Donc la systémie vraiment se base sur ces troubles de la communication au sein de la famille. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus sur le patient à l'état individuel, même si c'est jamais vrai. En psychothérapie même analytique, on prend en compte de manière globale, mais là, vraiment, la systémie est en train de se dire que pour pouvoir être soignant, il va falloir qu'on puisse rencontrer tous ces systèmes et de pouvoir voir comment est-ce qu'ils interagissent. Donc vraiment, c'est un système homéostatique, alors des fois un peu pathologique, mais toutes les familles fonctionnent plus ou moins bien et le but c'est toujours d'essayer de se réguler et c'est pour ça que nos membres dans nos familles à nous, nos rôles évoluent forcément au gré du temps, au gré des événements et donc il y a un système toujours qui essaye de trouver son équilibre de manière constante. Donc le but du thérapeute dans la systémie, c'est de pouvoir essayer de réfléchir à notre équilibre parce qu'il y a on va dire des systèmes un peu plus pathologiques où des patients viennent avec une demande avec un impact considérable et le but c'est de réorganiser un peu tous ces systèmes. Bon, toujours, je passe rapide, l'alliance thérapeutique. Pour pouvoir travailler sur les systèmes, il va falloir créer une alliance. Alors après, il y a différentes techniques que j'ai détaillées, que vous pourrez lire. C'est surtout le génogramme. C'est important de savoir comment est-ce qu'on se situe, les relations, les différents modes, qui s'entend avec qui. Le but, c'est de pouvoir travailler à plusieurs. On prescrit des tâches pour chaque personne du système. Et ils utilisent beaucoup les enregistrements audio et vidéo et des jeux de rôle. C'est-à-dire de pouvoir voir les interactions, parce que nous, quand on est dans notre système familial, on ne se voit pas interagir, on ne se voit pas qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se voit. Et des fois, le thérapeute apporte un peu comme ce chef d'orchestre et pouvoir se voir interagir avec les autres permet déjà de pouvoir comprendre notre situation et de pouvoir peut-être réorganiser le système pathologique. Bon, les indications sont diverses. Justement, la systémie peut être beaucoup travaillée dans tout ce qui est pathologie de l'enfant et de l'adolescent. Avec notamment ou essentiellement les parents, parce que c'est vrai que la prise en charge des patients, des enfants et des adolescents en psychiatrie, bien sûr, c'est beaucoup de parents. Et dans différentes autres indications, notamment la dépression et la schizophrénie, parce qu'il y a bien sûr un rapport du schizophrène, mais aussi un rapport qui peut être très pathologique de l'entourage sur la pathologie du patient.
Ça, je voulais quand même vous en parler. C'est la dernière psychothérapie que je vais vous parler. Et ça touche tout le monde. C'est la psychothérapie de soutien. En gros, on fait de la psychothérapie de soutien de manière inconsciente et constante. Et ce que je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être... ça coule de sens, mais ça a été étudié. Et la psychothérapie de soutien est essentielle pour ces patients. Donc c'est vraiment une psychothérapie de premier niveau. C'est la base de toutes les psychothérapies. C'est la plus utilisée. On l'utilise tout le temps de manière totalement inconsciente, parce que vous avez vu l'analytique, le cognitivo-comportemental, il faut avoir des bases quand même. On ne s'improvise pas du jour au lendemain. Mais la psychothérapie de soutien, tout le monde est capable de le faire. Et c'est toutes les pathologies psychiatriques et non psychiatriques. Je tiens à le préciser. C'est une théorie qui repose à la fois sur l'analyse, l'écoute, l'interprétation, les TCC, agir sur un comportement, l'expérience du patient et l'utilisation de ses ressources à lui. Donc le but, c'est de pouvoir épauler, soutenir quelqu'un dans des situations stressantes. Par exemple, des annonces de maladies graves, de deuil, de traumatisme, dans l'accompagnement des pathologies psychiatriques. Et ça, la psychothérapie de soutien, je le précise parce que je fais de la liaison, donc c'est-à-dire que j'interviens dans les services non psychiatriques sur Purpan. Et ça, c'est un travail c'est d'abord vous, en plus, qui va être au premier lieu, que vous soyez en psychiatrie ou non. C'est vous qui allez avoir toutes ces demandes, toutes ces doléances, ou des gens qui vont vous exprimer, parce que vous aurez peut-être d'une alliance plus facile, vous les verrez plus souvent et vous arriverez à accrocher ça. C'est votre rôle, au fait, de pouvoir les soutenir. Et je tiens à le dire, et je le dis encore, ce n'est pas psychiatrique. Nous, on a des appels tous les jours pour quelqu'un qui pleure parce qu'on vient de lui annoncer un décès. Ça, ce n'est pas psychiatrique, ça ne relève pas de la psychiatrie, c'est du soutien. Alors, chacun vit des choses difficiles, chacun réagit de manière différente à des événements de vie, mais la psychothérapie de soutien est accessible tout le temps. Alors, je travaille beaucoup dans d'autres services, je sais que dans certains services, par exemple l'orthopédie, les infirmiers et les infirmières, vous êtes tout le temps sollicités, les médecins sont peu présents, vous posez, c'est compliqué, mais des fois, de s'asseoir 2 minutes, vous allez voir en 2 minutes ce qu'on est capable de faire, c'est impressionnant. Quand le patient se sent écouté, quand vous vous asseyez 2 minutes, vous avez fait 2 tiers du travail. 2 tiers du travail. Alors quand il y a des choses un peu plus spécifiques, besoin d'un traitement, bien sûr, qu'il faut des fois d'appeler le psychiatre, ou quand vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr. Mais la psychothérapie de soutien, c'est vraiment la base de la prise en charge de n'importe quel patient. Et donc je pense que voilà, ça c'est mon message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est que vous serez les premiers acteurs de cette psychothérapie de soutien, et c'est très essentiel parce que écouter quelqu'un, ça permet déjà de créer de l'alliance pour les soins non psychiatriques. Quand quelqu'un aura besoin d'une prise de sang ou d'une ponction lombaire, qu'il n'a pas envie, et que vous avez déjà créé un lien, ça se fera beaucoup plus facilement. Ça paraît anodin, mais j'ai des appels toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Donc je préfère vous le dire. Les objectifs, donc bien sûr, l'expression d'émotions douloureuses, d'essayer de développer les stratégies d'ajustement, de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Bon, après, ça paraît un peu bateau, donner de l'espoir, tout simplement, d'essayer de pouvoir travailler sur l'avenir et pouvoir aider le patient. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir améliorer l'estime de soi et la notion d'efficacité personnelle. Les modalités pratiques, l'étude attentive, empathique, valider les émotions. C'est sûr que ça prend du temps. C'est vrai, valider les émotions entre 2 soins, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait. Mais des fois, de s'asseoir 2 minutes, ça peut faire la différence. Essayer de dépister les résistances des patients, c'est-à-dire de pouvoir déceler ce que le patient ne veut pas dire, ou peut-être essayer de cerner un petit peu ce qu'on peut travailler, soit avec quelqu'un de plus spécialisé, nous, l'infirmier psychiatrique, ou la collègue de l'après-midi, quand on voit, tiens, ça je sens qu'il ne veut pas nous en parler. Et le but, bien sûr, c'est d'être rassurant, encourageant, valorisant, conseillant. Donc voilà, c'était un peu le petit point, mais c'est une psychothérapie qui est à la portée de n'importe quel soignant, de médical, paramédical, et je pense que c'est essentiel que vous puissiez au moins savoir que ça existe, au fait que, en tout cas, ça a un nom. Moi, je ne savais pas, quand j'ai commencé les études, je ne savais même pas que ça existait. 2-3 mots sur l'hypnose, et après, je passerai surtout sur les urgences
parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages à faire passer. Je fais un point rapide sur l'hypnose, je vous donne 3 minutes. Ouais, ça vous va? Je fais un point rapide, 3 minutes, et après, 3 minutes de pause si vous voulez aller boire, vous dégourdir les jambes. Et après, non? Allez, on continue, ok. Vous voulez partir déjà? Oh, le plus intéressant est à la fin. Bon, moi je continue, hein. Bon, globalement, l'hypnose, alors, on m'a demandé de vous parler de l'hypnose entre psychothérapie, situation d'urgence en psychiatrie. Ça me paraît, voilà, j'aurais tellement plus de choses à vous dire. En gros, l'hypnose, c'est surtout, il y a plusieurs courants qui ont été décrits. L'hypnose ericksonienne, c'est celle la plus répandue. Le but, c'est de travailler sur l'expérience personnelle, de pouvoir travailler sur la paralysie motrice et sensorielle. Je précise que ce n'est pas un état d'inconscience. Le patient reste toujours conscient. C'est pour ça qu'en fait, le patient, durant l'hypnose, reste acteur de sa guérison. C'est-à-dire qu'on ne l'endort pas et on attend de voir ce qui se passe. C'est vraiment de pouvoir travailler sur le lâcher-prise et de pouvoir pouvoir suggérer de manière indirecte un état de subconscience. Chaque patient est unique, chaque patient n'est pas forcément peut être un réceptacle à l'hypnose. Il y a des gens qui sont très sensibles et des autres pas du tout. En gros, tout dépend du vécu interne et du croyance du patient. C'est sûr que la personne qui arrive dans votre cabinet, vous faites de l'hypnose, qui dit « mais moi ça marche pas », vous savez qu'à 2/3 ça va pas marcher, hein. L'approche est plutôt permissive, c'est-à-dire qu'on donne toujours le maximum de choix aux patients et de pouvoir mettre de la disponibilité au changement et de valider les réactions du patient. Le but, un petit peu, c'est de pouvoir mettre en place dans une transe un peu hypnotique, on va dire ça comme ça, de focaliser l'attention et la conscience du patient justement qu'elle soit plutôt auto-centrée, donc l'absorption interne, et de vivre l'expérience, c'est-à-dire de vivre cet état de paralysie motrice, plutôt que d'essayer de l'analyser. C'est par exemple totalement différent du mindfulness. Le mindfulness, on arrive dans un état de subconscience, mais on nous demande d'analyser tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on ressent, et là, l'hypnose vraiment laisse se lâcher prise par rapport à la pleine conscience. L'indication corporelle, bien sûr, c'est la relaxation. Le but, c'est quand même d'être relaxé, à la différence du mindfulness, par exemple, où vous allez voir, si vous commencez au début, c'est très désagréable. C'est pas le but de vous relaxer, c'est de pouvoir identifier vos émotions, ce qui est très inconfortable au début. Le but de diminuer le tonus musculaire, c'est quand même d'atteindre un moment de relâche musculaire avec un ralentissement de la respiration et du rythme cardiaque. Le but, c'est de pouvoir objectiver les effets spécifiques de l'hypnose, de pouvoir arriver à cette dissociation entre le conscient et l'inconscient. Là, on reparle toujours des pensées automatiques. Là, le but, c'est de pouvoir libérer ces pensées automatiques de toutes ces cognitions qu'on se dit toute la journée. La relation thérapeutique, bien sûr, est essentielle. Avoir un état de subconscience chez des gens, avec quelqu'un en qui on n'a pas du tout confiance, c'est sûr qu'on est déjà un peu biaisé. L'hypnose, c'est pas magique, c'est vraiment une action sur le vécu du patient. Et justement, le but de l'hypnose, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler sur la douleur, la souffrance morale et le vécu du patient grâce à ces techniques. Globalement, donc, ma conclusion sur les psychothérapies. Donc vous avez vu, j'essaie de vous résumer différentes conceptions du fonctionnement psychique, donc de l'humain. La psychothérapie, c'est dans un projet personnalisé, c'est-à-dire que on fait pas de la psychothérapie comme on fait de la cuisine, c'est-à-dire tout est codifié, il faut que ça soit discuté avec le patient, la famille, les thérapeutes, et qu'il faut que tout s'organise et que c'est un sens, et il faut que le patient trouve un sens. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans quelque chose sans qu'on n'ait pas réfléchi de manière préétablie à ce qu'on veut faire avec ce patient. Donc on a vu des thérapies plutôt psychodynamiques, centrées sur le symptôme, plutôt intégratives. Il existe différentes psychothérapies qui peuvent être complémentaires et au final, ça dépend aussi de la disponibilité des thérapeutes et de ce dont aussi vous avez été formés. Alors, dernière partie. Alors sur un autre point qui n'a rien à voir, quand je vous parle situation d'urgence en psychiatrie, vous pensez... Alors déjà, qui est passé en psychiatrie? Ah, tous. Aux urgences? Ah, pas beaucoup, moins.
Quand je vous dis situation d'urgence en psychiatrie, vous pensez à quoi? Décompensation. Ouais, décompensation de quoi? Ouais, c'est ça. Vous avez entendu, en gros, elle a parlé de décompensation dans le sens de passer, de franchir un cap, d'aller dans un cadre plus grave. Plus grave. Ouais, on parle de rupture, mais c'est exactement ce que vous avez dit. Oui, décompensation. Vous pensez à quoi d'autre? Passage à l'acte, ouais. Passage à l'acte, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, vous avez les mots, mais passage à l'acte, moi, ça veut tout et rien dire. Ouais, impulsif. Prémédité, ouais. Non prémédité. Impulsif. Tu penses, je me permets de te tutoyer, tu penses que tout ce qui est impulsif et non prémédité, tu penses qu'aux urgences, on n'a pas des choses préméditées et calculées? Parce que tu as raison de ce que tu dis, mais l'impulsivité, on est d'accord, on est dans l'urgence. Hmm. Mais là, en plus, vous tournez autour du pot et vous ne le dites pas. Suicide, voilà, c'est suicide. Situation d'urgence en psychiatrie, j'ai pas les pourcentages. Le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Donc aux urgences psychiatriques, pour ceux qui ont eu la chance d'être en stage là-bas, des crises suicidaires, on en voit tout le temps. Donc le suicide, donc les passages à l'acte. Et vous allez voir, dans le suicide, il y a les gestes impulsifs, non prémédités, et ceux qui sont pour nous plus importants, c'est ceux qui y pensent depuis des semaines, et qui ont arrêté la date, et qui savent exactement à quel moment ils vont passer à l'acte. Donc globalement, c'est ça. Donc surtout, ouais, le suicide, et après il y a les décompensations. Des pathologies psychiatriques sous-jacentes. Donc ça, le suicide, ça pour moi c'est le chapitre le plus important. Vous allez être confronté au suicide de manière partout où vous allez aller. Bon, bien sûr aux urgences, si vous allez être infirmier aux urgences, psychiatriques ou non, mais dans les services, vous allez être confronté beaucoup au suicide, ou plutôt, on va dire, aux idées suicidaires. Parce que toute personne qui a des idées suicidaires ne va pas se suicider aussi. Je fais la nuance. Juste quelques définitions un peu basiques, mais c'est important de pouvoir bien parler, bien savoir ce que ça veut dire. Donc le suicide, c'est quelqu'un qui a attenté à sa vie et qui en est décédé, on est d'accord. Le suicidé, c'est celui qui est décédé, à la différence du suicidant à celui qui a survécu. La tentative de suicide, c'est quelqu'un qui a essayé de mourir sans qu'il ait pu mourir. Donc les tentatives de suicide, c'est... alors les plus fréquentes, bon, c'est marqué dessus, c'est les intoxications médicamenteuses volontaires, beaucoup. Les phlébotomies, la pendaison, l'intox au monoxyde de carbone. C'est, on va dire, toutes les tentatives de suicide les plus fréquentes. Les idées suicidaires, c'est les idées où les gens mentalisent et organisent autour de la mort et d'un projet. Et au fait, ce qui est important, c'est de chercher le projet, le scénario suicidaire. Mais je préfère le dire, toute personne qui a des idées suicidaires, s'il n'y a pas, alors c'est facile à dire de mon côté, il n'y a pas besoin d'urgence. Il y a des personnes qui ont des idées suicidaires depuis des mois, des années, mais qui ont adapté, qui ont pu avoir des techniques pour pouvoir les calculer. Donc c'est pour ça que le suicide, je dis que c'est important, il faut le prendre en compte, mais il ne faut pas non plus contention x4, chambre d'isolement, et puis on n'en parle plus. C'est, des fois, on peut voir que des idées suicidaires peuvent se désamorcer très rapidement. On a beaucoup des gens qui vivent des choses très difficiles, un décès. On voit des gens qui ont des idées suicidaires sur quelque chose, en mode, ils sont très très angoissés, là d'un coup, qui disent « Oh, mais je vais me tuer ». Là tout de suite, on nous appelle la psychiatrie, branle-bas de combat, on arrive, la personne, elle est
juste angoissée, et puis au final elle dit non mais au fait j'étais juste pas bien, et donc on peut travailler sur ça. Mais c'est important de pouvoir dire que idée suicidaire n'est pas égale à tentative de suicide. Et donc le suicidaire qui aurait verbalisé des idées suicidaires. La crise suicidaire, c'est exactement ce qu'on voit aux urgences psychiatriques. Où là, au fait, c'est qu'on arrive à des gens qui ont des idées suicidaires de manière préméditée ou pas, ou de manière impulsive, ou d'un coup, sur quelque chose de très angoissant, ils vont pouvoir avoir une montée d'idées suicidaires. Le but, c'est qu'on arrive à un état de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en gros, que le patient arrive un peu au bout. C'est-à-dire que quand on est face à des situations, on s'adapte. On a notre cerveau, il est capable de s'adapter en fonction de nos ressources, en fonction de ce qu'on a appris, à pouvoir adapter à certaines situations, à pouvoir essayer de développer nos mécanismes, nos schémas cognitifs, tout ça. Les patients qui arrivent en crise suicidaire, c'est des gens qui arrivent, ils ont épuisé leurs ressources. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment où ils n'arrivent plus à avoir d'autres solutions que de mourir. Pour eux, ils le disent très bien, ils sont dans un état où le suicide est la seule solution. C'est un état qui est réversible, c'est pour ça qu'on parle de crise, on parle vraiment de choses aiguës, c'est quelque chose qui peut vite se renverser. Il y a des gens qui peuvent faire des gestes suicidaires très graves et qui, un jour après, peuvent dire « Ah ben non, mais en fait, tout va bien, je vais rentrer à la maison ». Donc c'est quelque chose de réversible. Dans la crise suicidaire, il faut savoir que c'est de l'escalade. C'est pas d'un coup... Ah tiens, j'ai envie de mourir. Alors ça peut arriver, mais c'est pas, en général, c'est plutôt de l'escalade, ou des gens qui disent d'un coup ça va pas, puis d'un coup les idées suicidaires émergent, et puis quelques heures après ils passent à l'acte. Le but, c'est surtout de pouvoir le déceler. Le déceler, c'est très difficile, et surtout, c'est très difficile, et je vais le montrer juste après, ça dépend de l'âge. En fonction des âges, on a des expressions totalement différentes. Après, il y a des choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Donc là, j'ai mis des gens qui sont déprimés, qui sont très anxieux, qui ont déjà fait des tentatives de suicide. On le sent pas bien, on peut se dire quand même qu'il y a des risques qu'il y ait des idées suicidaires. Il y a des gens qui consomment des toxiques, qui ont en fait des conduites à risque suicidaire sur des versants qui se défoncent toute la journée. On en voit. Des gens qui prennent des risques. La dernière fois aux urgences, c'est un patient qui dit qu'il ne voulait pas mourir, mais il passait toute sa journée sur sa grue, non harnaché. Tous ses collègues de travail disaient non mais il est fou. Lui il arrive, il dit bah non je comprends pas. Et au fait, au final quand on a creusé, il y avait des intentions de suicide de manière un peu inconsciente. Parce qu'il se baladait au-dessus du vide, au-dessus de 10 mètres. Des gens qui recherchent des moyens létaux. C'est sûr que des gens, quand la femme arrive avec son mari qui dit bah il passe ses journées sur internet à regarder comment on fait des nœuds pour se pendre, on peut se dire qu'on est sur une crise suicidaire là. Après, j'ai décrit juste, ça c'est pas à retenir, le syndrome de Ringel. Ça c'est important, ça on le voit de temps en temps. C'est vraiment où les gens qui arrivent à un point où ils sont vraiment décidés à mourir. En général, ils ont arrêté une date. Ils ont ce qu'on appelle, alors l'accalmie, c'est pas vraiment l'accalmie, c'est qu'ils se déconnectent de leurs émotions. Et c'est des gens qui peuvent beaucoup feindre auprès de leurs proches. Il y a beaucoup de gens où la famille peut dire mais là ça fait 3 semaines qu'elle allait hyper bien, j'ai jamais senti hyper bien, elle reprenait des activités, ça allait super, elle est allée au mariage, on s'est super bien amusé. Mais en fait c'est des gens qui au moment où la décision suicidaire est prise ont comme un lâcher d'émotion en fait. Ils se déconnectent de leurs émotions et ils arrivent comme des fois il y en a qui le disent, j'ai vu une fois, comme un bien-être. Les gens ils disent mais en fait je suis bien maintenant, que je sais quand est-ce que je vais mourir. Et bien sûr, ça, je ne vous le cache pas, c'est un signe de gravité. Hein. Donc c'est important de pouvoir l'identifier, même si, en général, on le voit après. Les idées suicidaires, donc sur un an, il y a à peu près 4% de patients qui ont des idées suicidaires en France. On est quand même à une thèse toutes les 4 minutes. Les principales sur les tentatives de suicide, ce sont les femmes. Et le moyen le plus utilisé, c'est la phlébotomie et l'intoxication médicamenteuse volontaire. Il faut savoir qu'une personne qui fait une tentative de suicide, elle a 40% de chances de refaire une tentative de suicide et surtout 50% dans l'année. Donc c'est sûr que quand vous cotez le risque suicidaire, je ne sais pas si vous avez déjà coté le risque suicidaire sur le RUD, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le RUD ? Non, je vais en parler après. C'est la cotation du risque suicidaire. Une des facteurs qui cote, c'est les antécédents de TS. Personne qui a fait une TS a plus de chances d'en refaire une.
Un suicide, c'est toutes les 40 minutes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et la première cause chez les 25-34 ans. La taux de mortalité augmente avec l'âge. Les personnes âgées ils réussissent leur suicide. C'est pour ça que les personnes âgées au-dessus de 65 ans, quand elles se suicident, en général, elles ne se loupent pas. Donc, c'est un facteur de risque. Ce sont globalement des hommes qui se suicident par arme à feu et par pendaison. Et les femmes, quand elles décèdent, c'est par des intoxications médicamenteuses volontaires. C'est important de le dire, au moment de la tentative de suicide, les chiffres disent qu'il y a 90% des patients qui présentaient un trouble psychiatrique au moment du suicide. Deuxième message hyper important, on en parle du suicide. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Si on ne demande pas, on ne nous en parle pas en général, parce que les patients décrivent souvent des sentiments de honte, de pouvoir parler d'idées suicidaires, sentiment d'être ridicule, sentiment ou des fois de pas envie d'être aidé, tout simplement. Donc, si on ne demande pas s'il y a des idées suicidaires, on ne va pas avoir la réponse. Et deuxième chose, le fait de demander des idées, si la personne a des idées suicidaires, ne va pas lui en donner. Je ne sais pas si vous pensiez à ça. Je sais que ce n'est pas quelque chose auquel on est forcément très à l'aise, surtout peut-être quand on n'a pas le temps, imaginons on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit j'ai des idées suicidaires et puis le téléphone sonne et je suis appelé partout. C'est sûr que c'est pas très agréable et on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut le demander. Parce que beaucoup de gens nous disent non, mais c'est bon, il va bien. Et puis au final, des fois, on se rend compte quand on n'a pas demandé que les gens en avaient. Et le fait d'en parler, ça permet aux gens de libérer la parole, de dire ah ouais, s'il m'en parle, c'est que ça ne le dérange pas d'en parler. Donc peut-être, au fait, en effet, on va pouvoir en parler. Donc c'est là où c'est important. Et donc ça, c'est vraiment le message que vous devez prendre ce soir, même s'il est tard. C'est le suicide, on en parle, surtout. Quand vous avez un doute, n'en parlez pas tous les jours quand même, mais quand vous avez un doute. Le but, reconnaître la crise suicidaire avant de l'évaluer. Il y a des signes, c'est des valeurs d'alerte. Alors là, je fais des généralités. Chaque patient est différent. Chaque patient va avoir une expression différente, mais j'ai essayé de mettre en place, en fonction de groupes d'âge, les différentes expressions. Les enfants, ça peut passer beaucoup par le corps. Beaucoup sur des plaintes somatiques à répétition, chez des enfants qui ont des replis, l'énurésie de l'encoprésie qui persiste, des troubles de l'apprentissage, des enfants qui commencent à plus vouloir aller à l'école, qui commencent à avoir des crises d'angoisse le matin. Ça peut être des valeurs d'alerte d'un trouble psychiatrique, par exemple une dépression de l'enfant ou de l'adolescent, et une valeur d'alerte d'un risque suicidaire. L'adolescent, c'est aussi au niveau scolaire, où en général des ados qui commencent à plus vouloir aller en cours, qui commencent à avoir des conduites à risque, qui commencent à fumer du cannabis, qui commencent à avoir des relations sexuelles non protégées. Ça donne quand même des valeurs d'alerte, ou qui commencent à développer des troubles du comportement agressifs avec les adultes ou avec les camarades. La personne âgée, il y a une autre expression qui se manifeste beaucoup plus par le corps, avec des douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à expliquer, le refus d'alimentation, et surtout, on va dire, chez la personne âgée, on a quand même des périodes clés. Le veuvage, l'institutionnalisation, ça c'est des moments clés chez une personne âgée, et si on n'arrive pas à prédire l'accompagnement psychothérapeutique ou psychologique, on a des personnes âgées qui passent à l'acte. Et on en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et chez l'adulte, ça peut être un peu tout venant, mais par exemple, des personnes qui consultent beaucoup, qui sont beaucoup en arrêt de travail, ça aussi, ça peut nous donner l'alerte de peut-être un basculement vers quelque chose de l'ordre de l'urgence. Après reconnaître la crise, le but c'est de l'évaluer. Et donc voilà aussi ce qui est important, et je pense que ça aussi c'est très important de le connaître, c'est le RUD. Donc le RUD, c'est R, risque suicidaire, U, urgence, D, dangerosité. Donc voilà, donc chaque chose à évaluer. Et chaque dimension, en fait, est à estimer en faible, moyen ou élevé. En gros, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu
le modèle un peu intégratif des facteurs de risque suicidaire, c'est-à-dire que là on part de tout à gauche sur les traits, donc là vraiment quelque chose de plutôt ancré, c'est-à-dire une vulnérabilité biologique par exemple, d'avoir des personnes dans sa famille qui se suicident, ça cote sur le risque suicidaire chez quelqu'un. La génétique, donc bien sûr des gens qui ont des pathologies psychiatriques dans la famille, ça cote sur le risque suicidaire. Et par exemple, des troubles et des traits de personnalité. Par exemple, on a des troubles de la personnalité pardon, qui sont très impulsives. Des gens qui, notamment, je ne sais pas si vous connaissez les troubles de la personnalité émotionnellement labile ou borderline, ça parle? Eh ben, c'est des personnalités qui sont beaucoup dans l'agir et dans l'acte. C'est des personnalités qui ne supportent pas la frustration. La moindre frustration, elle passe dans l'acte. Et c'est des troubles de personnalité qu'on a plus de difficultés à travailler parce que ça fait partie de leur personnalité. Donc ça, vraiment, on part des traits. Après arrivent les facteurs d'état, donc des situations, on va dire, qui sont là depuis quand même un petit moment, des dépressions, du chômage, l'isolement social. Il faut toujours rechercher les facteurs protecteurs. C'est toujours important. Il y a des enfants à la maison, ça protège. Elle est religieuse. Quelqu'un qui est religieux, qui pour eux est très entouré par la religion, ça peut être un facteur protecteur. Des gens à la maison qui sont présents. Ça, c'est important de pouvoir le voir. L'adaptabilité, parce qu'on peut voir que y a des gens qui peuvent faire des crises suicidaires sur par exemple, la mort d'un animal de compagnie. Il ne faut pas en rigoler, c'est que des gens ont des niveaux d'adaptabilité qui sont totalement différents. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ça, on le voit dans l'histoire du patient. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes très importants qui n'auront jamais de crise suicidaire, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'identifier. Et là, ce qui est important de savoir, c'est le facteur précipitant. La crise, il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Une rupture, un décès, un deuil. Ça, c'est important de le voir. Et vous allez voir que de prendre tous ces facteurs, on arrive à la conduite suicidaire. Et si on en loupe un, vous allez voir que très vite, on peut basculer. Et quand on n'a pas bien évalué le risque suicidaire, on voit qu'on peut passer à côté d'un suicide, et ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Donc ça aussi, c'est la diapo à connaître. Donc c'est les facteurs du risque suicidaire. Donc ça, on est toujours dans le R de RUD, risque, facteur primaire en bleu. C'est toutes les valeurs d'alerte où là on se dit, il y a peut-être crise suicidaire. Un trouble psychiatrique actif, quelqu'un qui est très déprimé, qui est très anxieux, qui se présente, il faut demander. Antécédents personnels ou familiaux de tentatives de suicide, ça, il faut qu'on puisse l'évaluer parce que ça augmente et ça cote beaucoup. S'il a des idées suicidaires, bon ça voilà, c'est sûr que là c'est plus facile. Les abus de substances, parce que les abus de substances, tout ce qui est cocaïne, alcool, drogue, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'inhibition. Donc il y a des patients qui disent non mais moi je passerai jamais à l'acte. Et voilà, elles prennent de l'alcool ou d'autres toxiques, il y a une levée d'inhibition, et c'est à ce moment-là qu'elles passent à l'acte. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder quand les gens se suicident ou ont des idées suicidaires, s'il y a des comorbidités addictives, si par exemple ils ont quand même ils sont quand même favorisés à se réfugier dans l'alcool ou dans des prises de toxiques, parce que c'est un gros facteur de risque. Et l'impulsivité dans les troubles de personnalité. Les facteurs secondaires qui sont importants de prendre en charge et qui sont peut-être qu'on peut retrouver dans la population générale, mais qui malheureusement on ne peut pas trop agir dessus. La perte parentale précoce, des gens qui ont perdu, qui ont vécu des séparations dans l'enfance, c'est un facteur de risque de risque suicidaire. L'isolement social, des gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, pas de famille, qui n'ont pas de travail, c'est un facteur de risque. Le chômage, les difficultés financières professionnelles. Et pardon, j'ai pas rajouté, et même somatiques, des gens qui ont des pathologies graves, qui peuvent être déprimés et très suicidaires. Après, le sexe masculin, c'est un facteur de risque. Le fait d'être un homme, déjà, nous, de base, on cote. Donc voilà. L'âge qui cote, là j'ai mis jeune ou grand. Il y en a qui disent que le fait d'être jeune, ça peut être un facteur de risque parce que le côté adolescent, impulsivité, ça peut être dans des passages à l'acte. Mais ce qui cote dans le RUD, c'est supérieur à 65 ans. Supérieur à 65 ans, on cote pour une augmentation du risque suicidaire. Et les périodes de vulnérabilité, les pertes précoces, ruptures, amoureuses, voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir l'évaluer, surtout pour le risque suicidaire. On évalue toujours les facteurs de protection, le support, le soutien. Est-ce qu'il y a déjà des soins?
où le mec il est totalement perdu. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qu'on peut appeler, quelqu'un qui peut être soutenant? Les capacités du patient à pouvoir développer, à pouvoir plutôt travailler sur ce suicide, et les facteurs prédisposants dont j'ai parlé juste avant. L'urgence. 3 étapes. L'urgence, c'est OK, on a évalué le risque suicidaire. Nous, le but, c'est aux urgences, quand on travaille aux urgences, c'est de savoir est-ce qu'on les garde ou pas, est-ce que ça nécessite des urgences ou pas. Parce que si on devait hospitaliser toute personne qui se présente avec des idées suicidaires, au fait, on passerait de notre journée à hospitaliser des gens. Donc c'est pour ça que c'est important de prioriser, de pouvoir essayer de déceler qu'est-ce qui se passe. Le faible, on va dire l'urgence faible, c'est quelqu'un qui a des idées suicidaires quotidiennes, qu'il peut critiquer, qui peut commencer à dire non mais c'est vrai, je peux en parler, j'ai envie de travailler dessus, je suis vraiment dans une dynamique de soins, non mais ok. Et après bien sûr il faut essayer de pouvoir réfléchir avec lui sur ce qu'il y a après. La moyenne, c'est plutôt l'entre-deux où les gens sont très labiles, ils sont un peu ambivalents, ils veulent des soins, mais en même temps, ils ont décidé peut-être de mourir, mais ils savent pas trop, mais ils n'ont pas arrêté de date. Donc là, on est plutôt sur le moyen. Et là, l'élevé, c'est vraiment où la personne, ça arrive quand même peu, arrive aux urgences avec une date précise, elle sait où et quand et comment, à quelle heure elle va se suicider. Et là, on arrive, et là, on est vraiment dans l'urgence, et là, il faut le prendre en charge tout de suite. Parce qu'il y a un risque de passage à l'acte dans le service et de manière immédiate, même dans le box de consultation. Et en général, ils n'ont pas le temps de nous dire tout ça, si on le sait après. C'est qu'ils passent d'abord à l'acte et après, on découvre qu'il y avait une urgence élevée, au fait. La dangerosité, c'est la létalité, c'est-à-dire comment le patient il a envie de mourir. Moi, hier, j'ai un patient qui m'a dit « mais moi, j'ai envie de mourir par arme à feu ». Mais il avait pas d'arme à feu, on n'est pas aux États-Unis. Se procurer une arme, il avait 17 ans. Voilà, se procurer une arme à 17 ans en France, ça me paraît plus compliqué que de prendre des médicaments alors qu'on est le plus grand consommateur de psychotropes. Donc ça me paraît plus accessible. Mais ça, c'est important de demander. Parce que si on ne demande pas comment la personne, elle a voulu mourir, on ne sait pas trop. Et c'est important de pouvoir... Alors, j'ai essayé de mettre plutôt une hiérarchie dans les tentatives de suicide. Si on peut dire qu'il y a une hiérarchie, je pense qu'on peut mourir de manière importante dans n'importe quel TS, mais c'est vrai que la pendaison, en général, il y a des impacts considérables, même au niveau neurologique. Même des gens qu'on récupère de pendaison, ils peuvent finir avec des séquelles importantes. Mais en tout cas, il y a quand même une létalité qui est plus importante. C'est pour ça que c'est important, je ne l'ai pas mis, demandez toujours à vos patients qu'est-ce qu'ils font comme métier. S'il est policier, il a une arme à feu à disposition. Donc on appelle la gendarmerie, on fait prendre l'arme à feu. Et surtout, pareil pour les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. On est des pathologies à risque, nous. Nous, quand on a des risques suicidaires, en général chez les personnels soignants, on sait comment faire. Donc en général, on est un facteur de risque. Nous, on est une profession à risque de réussir nos tentatives de suicide. Bon, conduite à tenir. Le but, c'est le traitement médical et chirurgical de la tentative de suicide. C'est pas de la psychiatrie. On se jette pas sur la psychiatrie en premier lieu. On gère l'intoxication, on gère s'il y a des séquelles chirurgicales. C'est vrai que moi, j'interviens aux urgences où des gens... Il y a une unité qui est spécialisée dans toute la prise en charge des toxiques. C'est tous ceux qui ont bouleté des traitements avec des velléités suicidaires. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas évaluables pendant 3 jours. Donc après, les urgentistes nous appellent toutes les 5 minutes en disant « oui, il faut que vous veniez ». Mais quel est l'intérêt que nous, on évalue des gens qui, dans 5 minutes, ne se souviendront même pas qu'ils nous ont vus. Donc le but, c'est de toujours traiter dans un premier lieu, d'être sûr qu'au niveau somatique, parce que par exemple, là, en ce moment, c'est un peu la mode là, des petits adolescents qui prennent du paracétamol parce qu'actuellement, c'est ce qu'on voit en vente libre. Le paracétamol, c'est très, très dangereux, notamment au niveau hépatique. Donc les petits jeunes, des fois, ils font des gestes suicidaires où ils se retrouvent en insuffisance hépatique et la greffe rénale, c'est dans les jours qui arrivent, sinon ils décèdent. Donc là aussi, c'est important de pouvoir se dire ah, ok, il y a un geste suicidaire, mais est-ce qu'on est sûr qu'au niveau hépatique, ça va? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire que le geste suicidaire, on le voit dans un second temps.
C'est pour ça que ne jamais le laisser repartir avec un trouble de la conscience. Un patient qui a un trouble de la conscience, qui n'a pas trop compris le projet de soins, il n'a pas trop compris ce que vous avez dit, il a envie de sortir et puis au final on n'a rien fait, il repart dehors avec des idées suicidaires, avec aucune prise en charge. L'examen psychiatrique est important et bien sûr tout ce que j'ai expliqué, le RUD. Et bien sûr les stratégies thérapeutiques en fonction du risque estimé. De l'hospitalisation libre à l'hospitalisation sous contrainte. Vous savez que vous connaissez les modes d'hospitalisation en psychiatrie ? Ouais. Ça vous parle ? Quand on considère qu'un patient n'est pas en état de consentir à des soins, en psychiatrie, on est les seuls à avoir ce droit. On peut, que des raisons psychiatriques, on peut passer outre le consentement et hospitaliser quelqu'un sans son consentement. Pardon. Agitation. Donc c'est ce qui revient un peu à la décompensation, ce qu'on a dit tout à l'heure. 10% des troubles psychiatriques. Ça regroupe plein de choses, l'agitation. On peut être délirant, on peut être schizophrène, décompensé, avoir pris des toxiques, beaucoup. Des troubles de l'humeur, des gens qui sont très angoissés, des gros troubles de la personnalité qui s'agitent, des troubles des conduites chez les adolescents, et le syndrome de stress post-traumatique, où on peut avoir chez des gens qui sont très traumatisés, des gens qui revivent des événements traumatiques et s'agiter. Ça, c'est les précautions élémentaires, et ça, c'est important, que ce soit aux urgences psychiatriques ou aux urgences tout court, ou même une agitation dans un service. On ferme pas la porte, on se met pas tout seul avec quelqu'un qui s'agite tout seul. Mais alors, ça paraît évident, mais moi, j'en ai vu plein. Jamais seul. On a toujours un DATI, on est toujours prêt à appuyer pour appeler la sécu. On tourne pas le dos au patient. Toujours une distance de sécurité, on enlève les foulards, bon voilà. On fera pas le patient aussi. C'est vrai que malheureusement, quand on nous attaque, on a l'impression d'avoir ce réflexe, mais ça peut vous être imputable. Donc c'est pour ça qu'on utilise en général des objets. On essaye de pouvoir se mettre à distance par rapport au patient. Et le sujet armé, ça peut arriver de manière un peu rare. Le but premier, c'est de lui faire abandonner son arme. L'entretien, et là l'entretien en général, c'est en psychiatrie, en tout cas les infirmiers psychiatriques, c'est eux qui arrivent, parce que nous, des fois, on peut être appelés sur d'autres urgences, et c'est les infirmiers qui font ça, qui nous appellent en renfort si on a besoin. Et le but, c'est un patient agité. Déjà, on ne lui dit pas des phases compliquées qu'il ne comprend pas. Ça paraît anodin. On ouvre les questions, parce que s'il n'a pas trop envie de parler et qu'il est agité, on ne ferme pas toutes les questions, il va répondre par oui ou par non, parce que ça ne sera pas informatif. Toujours commencer par des sujets anodins. C'est vrai qu'on va dire qu'on tourne un peu autour du pot, pas trop, mais on n'arrive pas directement en disant « Ah, vous avez frappé votre femme ». On ne commence pas comme ça. En général, on essaye un peu de tourner autour du pot. Et surtout, quand on a décidé avec le médecin qu'on l'hospitalise ou que là, il nécessite des contentions, on ne tourne pas autour du pot. Parce qu'au fait, une personne qui subit une agitation, que ce soit dans quelque chose en dehors de la réalité ou non, c'est plus angoissant de voir 4 mecs autour de lui qui lui parlent, ou en tout cas on ne fait rien, que des fois c'est même plus contenant qu'on les contienne, que ce soit chimiquement, ou des fois ça nous arrive d'être physiquement contenant parce que la personne se met en danger, ou elle met en danger les autres. En gros, l'escalade de la prise en charge aux urgences, toujours la prise en charge, c'est la sécurité du patient, de l'entourage et surtout des soignants. Le but, c'est pas qu'on se mette en danger, nous. Il faut savoir se protéger. Aux urgences psychiatriques, l'objectif, c'est toujours l'apaisement rapide de la situation. Et après, en général, chez les patients agités, on fait le diagnostic et l'adaptation thérapeutique après. Malheureusement, des fois, on fait un peu dans le désordre parce que nous sommes obligés parfois, devant des patients très agités où ils n'ont pas accès aux entretiens, de les sédater d'abord. Et au fait, l'évaluation diagnostique, on la fera plus tard. Donc le but, c'est l'évaluation symptomatique, et ça, c'est vous les infirmiers, en tout cas nous à Toulouse, c'est les infirmiers qui le font dans un premier temps, globalement.
Le but, c'est d'orienter le diagnostic, de savoir où est-ce qu'on en est. On est sur quelque chose de plutôt une schizophrénie, il a pris des toxiques. Parce que c'est pas pareil, entre une schizophrénie, il a pris des toxiques, surveillance cardio, toute la surveillance, qu'il ne nous fasse pas un arrêt cardiaque en psychiatrie, il faut être sûr de savoir ce qu'il a pris. Alors des fois, c'est compliqué aux urgences. On voit des mecs arriver qui sont en dehors de la réalité, on n'a aucun antécédent, pas de pièce d'identité. On se retrouve à devoir gérer des situations où on met en danger le patient parce qu'on n'a pas tous les outils pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc l'objectif immédiat, c'est la sécurité du patient et celle de son entourage, et on essaye de les traitements trop sédatifs, mais comme je viens de le dire, malheureusement, des fois, on ne peut pas les éviter. L'agitation compréhensible, en gros, c'est réactionnel à une situation, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, les raptus. En général, on parle de raptus anxieux, des gens qui sont tellement envahis d'émotions par rapport à un événement, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui s'est passé, font un genre d'angoisse massive, très bruyante, qui peuvent être très hétéro-agressifs et qui peuvent tout casser et peuvent arriver aux urgences dans un contexte de ce contexte-là. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir essayer de communiquer. Ça nous oriente quand même plus sur quelque chose d'anxieux, la crise, et plutôt des troubles de la perso. Agitation incompréhensible, là on est plutôt sur des patients en dehors de la réalité, qui disent des choses totalement incohérentes, et il y a une rupture avec l'état antérieur, ça aussi c'est à retenir. C'est il y a des gens qui délirent de manière chronique parce que ils sont résistants au traitement, parce que voilà, ils délirent de manière chronique, où là il n'y a pas forcément d'hospitalisation en urgence, il n'y a pas de rupture. C'est pour ça que c'est important de savoir comment est-ce qu'il fonctionne de base ce patient. Ça nous oriente quand même vers un état psychotique, donc vraiment psychotique, ce rapport à la réalité qui est altéré, et surtout une étiologie organique. Parce que la psychiatrie est quelque chose d'un diagnostic d'élimination, et surtout, il faut toujours éliminer tout avant de penser à la psychiatrie. C'est-à-dire qu'un patient agité, on lui fait une glycémie, on lui fait une bio, on le regarde, on prend ses constantes, parce qu'il ne faut pas passer à côté de facteurs métaboliques, il ne faut pas passer à côté d'une intox à l'OH, à des prises de toxiques. Voilà, on arrive beaucoup, on nous appelle beaucoup pour des gens qui ont pris de la cocaïne, la MDMA pendant 5 jours, tous les jours pendant 5 jours. Voilà, on nous appelle pour dire il délire. J'ai envie de dire, oui, en effet, c'est normal, en fait, c'est normal qu'il délire. Par contre, on leur dit, appelez-nous quand il sera à distance de tous ces toxiques. Là, par contre, ça peut être intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent développer, même quand ils ont éliminé toutes leurs toxiques, des symptômes psychiatriques et même, à terme, des pathologies psychiatriques. Donc, c'est bien aussi de savoir exactement quel traitement ils prennent parce qu'il y a des traitements qui donnent des délires. Il faut savoir que c'est pas que la psychiatrie qui fait délirer. Et surtout, tout ce qui est neuro. Donc un patient qui arrive, qui est un peu incohérent, qui ne sait pas où il est, nous on ne le voit pas en premier. On l'appelle un neurologue, on fait une imagerie, on essaye d'éliminer quelque chose. Et c'est les recommandations. Premier épisode, en dehors de la réalité de n'importe quelle personne, on fait une imagerie cérébrale, avant de dire que c'est psychiatrique. Donc éliminer tout ce qui est tumeur, les saignements, donc c'est important de pouvoir le retenir. L'agitation compréhensive, c'est la crise d'angoisse. On est angoissé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté cognitif, donc psychique, de ce qu'on se dit. Crainte voilà, en général, l'appréhension de la panique, j'ai l'impression de devenir fou, c'est assez typique de la crise d'angoisse. Et le physique est cardiaque, respiratoire, digestif. En général, beaucoup de crises d'angoisse ne passent même pas par la psychiatrie. Ils arrivent aux urgences somatiques, ils se disent « Ah, elle est en train de faire un infarctus du myocarde » et c'est très bien, parce qu'il faut tout de suite éliminer sur une tachycardie, quelque chose une tachycardie, des douleurs, un inconfort. Il faut éliminer un infarctus d'abord. Donc voilà, donc c'est un début brutal, donc ça je vous l'ai déjà dit. L'agitation délirante, donc le délire c'est vraiment la déformation de la perception de la réalité, c'est vraiment un décalage avec en général pas tout le temps des phénomènes hallucinatoires, c'est-à-dire que les gens imaginent entendre ou voir des choses qui sont en dehors de la réalité, mais que eux ne perçoivent pas comme en dehors de la réalité, qui en général s'incorporent dans quelque chose de délirant. Après, je vous ai mis les principaux thèmes délirants. Bon, le principal, c'est la persécution, beaucoup, où on arrive beaucoup sur des gens qui sont très persécutés par leur entourage ou par leur famille.
Et surtout, des fois, beaucoup. Là, en ce moment, ils sont beaucoup persécutés par le pape. Là, en ce moment, j'en ai vu beaucoup. Les idées mégalomaniaques, ou des gens qui sont plutôt sur un versant très sur d'eux, je suis le roi du monde, je suis Jésus descendu du ciel, je viens vous absoudre. Ça, on en a quelques-uns. Le syndrome d'influence. Alors, le syndrome d'influence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est avoir l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent, et c'est délirant, hein, d'avoir l'impression de ne plus être réceptifs de leur propre corps. Ils ont l'impression qu'en fait, à distance, il y a des gens qui commandent leur propre corps. Donc en fait, ils ont vraiment l'impression comme d'être des robots ou des marionnettes. Donc ils décrivent vraiment ça, ils décrivent vraiment, mais là, il y a quelqu'un en moi qui me télécommande, et ça, je le dis, c'est aussi un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Quelqu'un qui est en dehors de son corps, il ne faut pas trop s'approcher, en général, il faut quand même se mettre un peu à distance. Ou de possession. Surtout, la présentation, ça, malheureusement, je pense qu'il faut passer en psychiatrie pour en voir, pour comprendre un petit peu ce que c'est la bizarrerie de contact. Quelqu'un qui a un discours désorganisé, je pense que ça, il faut le voir, ou voir des vidéos sur Internet, ça existe. Et donc, la fréquence du sentiment de persécution. Conduite à tenir, c'est surtout prendre en charge l'imprévisibilité. Ces patients, ils sont imprévisibles, donc il faut prendre en charge. Ils peuvent être éventuellement violents, mais c'est rare en général. Ça peut arriver, mais ils ne sont pas tout le temps violents. La plupart du temps, ça peut se gérer de manière très calme. Il y a un risque accru, donc un passage à l'acte, si il y a des antécédents de dangerosité. Il a déjà fait de la prison, il prend des toxiques, on ne s'approche pas trop. Il a des hallucinations qui lui disent de tuer tout le monde. On s'écarte un peu. Le patient est persécuté et là il commence à devenir irritable, il commence à dire qu'il veut partir, qu'il vous aime pas trop. Voilà. Et s'il est en rupture de traitement. Voilà. Donc conduite à tenir devant un patient délirant. Si on a des difficultés à faire accepter l'hospitalisation, et beaucoup quand même se passe dans ce cadre-là, donc on a l'SPDT. Alors, j'ai mis l'hospitalisation d'office, hein. Ça n'existe plus depuis 2011, je vous l'ai quand même mis. C'est le soin psychiatrique à la demande de représentants de l'État. C'est-à-dire que si un patient, on considère qu'il a un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire, par exemple, il est retrouvé dans la rue menaçant, la plupart du temps, il est amené au commissariat. Quand le commissariat voit qu'il est un peu bizarre, un peu space, en général, il nous appelle. Et ce qu'on appelle une réquisition, c'est-à-dire qu'ils disent, nous on pense qu'il n'est pas compatible à une garde à vue, et nous quand on l'examine et qu'on considère qu'il a un trouble psychiatrique et qu'il nécessite une hospitalisation, on l'hospitalise. Mais vu qu'il y a un risque pour la sécurité de l'État, qu'il a quand même menacé des gens dans la rue, ou qu'il a été, qu'il s'est baladé avec une arme dans la rue, voilà, ce qu'on appelle, en fait on appelle le procureur. C'est-à-dire qu'on a besoin de personne, on appelle le procureur, et là il est hospitalisé tout de suite. Et d'où, si vous suivez un peu l'actualité, j'espère quand même, d'où la grosse question en ce moment avec les attentats et les personnes qui se radicalisent, où il y a eu des demandes de représentants de l'État pour ces patients qui se sont retrouvés à devenir menaçants dans la rue, sur des patients n'ayant pas de pathologie psychiatrique avérée. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc par exemple, les SPDRE, ça c'est pour la petite anecdote, pour vous perdre encore plus. Mais les SPDRE, là, depuis le 13 novembre, elles ont, j'ai même pas les chiffres, mais ça a augmenté énormément. On en fait énormément. L'agitation maniaque, donc là, on est toujours sur un mode vraiment, ça peut être incompréhensible, ça peut être sur un mode délirant. La manie, vous connaissez? Non? Bon, la manie, contraire de la dépression. J'espère vraiment que vous avez vu quelqu'un déprimé. Si vous êtes passé en psychiatrie, là on est vraiment sur une personne qui est plutôt exaltée, qui est plutôt désorganisée, en général qui est très logoréique, qui peut être très familier, qui peuvent être des fois un peu désinhibés sexuellement par exemple, qui n'est pas du tout conscient de ses troubles. Alors il y a des manies qui peuvent être très variables. Il y a des manies qui peuvent être un peu sympas, où les gens ils rigolent beaucoup, donc ça c'est facile. On arrive un peu à les gérer. Et ce que j'ai mis, la fureur maniaque, c'est des gens qui font des fureurs maniaques et qui cassent tout et qui veulent tuer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a différents stades. Mais l'agitation maniaque aussi, il faut faire attention.
La pharmacothérapie en urgence, le but, c'est de les anxiolyser. Benzodiazépines, on les anxiolyse. Voilà. Temesta, voilà. Et puis quand ils veulent pas par la bouche, eh ben on fait une IM. Les antipsychotiques, c'est à visée sédatif. Des fois, il faut plus être sédatif pour les patients parce qu'ils se mettent trop en danger, qu'ils puissent dormir la nuit et qu'on puisse les réévaluer à distance des traitements. Il ne faut pas qu'ils soient endormis toute la journée parce que ça ne sert strictement à rien. Mais le but, c'est, on est en urgence, le but, c'est de les calmer. C'est vraiment de pouvoir apaiser la crise. En gros, je finis. Pensez à l'étiologie organique chez les agitations aux urgences. 60% des patients psy ne seraient pas correctement soignés d'un point de vue somatique aux urgences. Voilà, je vous le dis. Toujours l'alliance thérapeutique et l'empathie au centre de la prise en charge de ces patients, surtout en urgence. Et à la différence avec la psychothérapie, on a moins de temps de la créer, cette alliance. Il faut la créer très rapidement et de manière assez urgente. Il faut savoir qu'aux urgences, malheureusement, on ne peut pas interroger bien nos patients. Donc on arrive des fois à devoir gérer des agitations et de pouvoir entrer en contact avec le patient après, parce qu'il n'est pas en état de pouvoir entrer en contact. Malgré le fait que je vous parle de contention, de contention chimique et physique, les recommandations internationales de la prise en charge des patients psychiatriques aux urgences prône les mesures non coercitives, quand même. Le but, nous, on n'arrive jamais, on saute jamais sur un patient. Je ne sais pas quelle idée vous avez des urgences. On discute d'abord toujours, on essaie toujours. Le but, c'est que ça se passe le mieux possible. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de pouvoir adapter l'environnement, de ne pas arriver à 40, de ne pas lui poser 15 questions. Un schizophrène, on ne va pas commencer à lui parler de la philosophie. Voilà, il y a des choses il va falloir un peu adapter. Et donc, important des traitements. C'est quand même un des outils, au-delà de l'alliance, quand même, qui nous aide à pouvoir apaiser les patients. Voilà. Merci. Juste, excusez-moi, on m'a juste dit de sortir par là parce que là-bas tout est fermé apparemment. Il m'a dit à 18h. Voilà, j'y ai pensé.